Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Euh, Déjà, je remercie donc Fabienne et le GAMS de nous avoir invités pour présenter cet outil pédagogique. Donc, que se passe-t-il dans nos culottes? Moi, je m'appelle Lola Clavreul. Je travaille pour la Fédération des centres pluralistes de planning familial. Je vais juste dire quelques mots sur cette structure. Donc, c'est une fédération de centres de planning qui représente 25 centres, une partie en région Wallonne, une partie à Bruxelles. Mais outre la mission de représentation, c'est une structure qui est agréée en éducation permanente et donc dans laquelle on produit des outils pédagogiques pour les VRAS, donc pour l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Des outils qui peuvent prendre différentes formes. Et celui que vous allez découvrir aujourd'hui, donc, c'est deux carnets pédagogiques. Et juste un petit mot, je voulais dire aussi que oui, donc c'est Manoé et moi qui avons été porteuses de ce projet, mais donc il s'est fait aussi en collaboration avec d'autres structures qu'on peut remercier aussi aujourd'hui, donc le GAMS, notamment le CERE, Intersex Belgium, et Genre Pluriel qui ont relu, mais aussi des familles, des adultes et des enfants qui ont relu pendant la rédaction de ces carnets et qui nous ont permis, j'espère, de proposer quelque chose d'adéquat et de pertinent. Voilà, Manoé, je te laisse la parole. Donc, bonjour, je m'appelle Manoé Jacquet, je travaille à Femmes et Santé. Donc Femmes et Santé, c'est une ASBL de promotion de la santé. On travaille évidemment sur tous les sujets en lien avec la santé des femmes et on essaye aussi de soutenir les associations qui ont envie de travailler la question du genre en santé, de comment intégrer une analyse de genre dans les pratiques. Et donc voilà, et donc entre autres, à certains moments, quand l'opportunité est là, on va réaliser des outils pédagogiques et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la Fédé. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est mis en chemin sur l'élaboration de cet outil. Et du coup, comme je pense que ce qui suit, c'est l'historique, ça fait une bonne transition. Voilà, on avait envie de prendre un petit temps pour peut-être vous expliquer comment ce projet est né. C'est un projet qui a quand même mis 1 an et demi à naître, hein, si je ne m'abuse. D'abord, il y a eu les premières idées, et puis on a commencé à rédiger. Et puis, une fois qu'on a commencé à rédiger, il fallait penser des illustrations, et puis penser à un graphisme, etc., etc. Donc, c'est un processus qui a pris pas mal de temps. Enfin, vous me direz, c'est comme pour tous les outils pédagogiques. Mais surtout, ce qui était fou, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait sur ce sujet, même si la demande de base était les règles et de se dire on a envie de faire un outil là-dessus, on s'est aussi rendu compte qu'aborder ce sujet amenait à devoir aborder plein d'autres sujets. Et donc, il y a eu un peu quelque chose d'un peu exponentiel aussi au niveau des thématiques qui étaient abordées. Et donc, voilà, c'est aussi ça qui a pris du temps. Vas-y, tu peux avancer. Et donc, les règles étaient vraiment le point de départ, mais clairement, on s'est dit, il y a vraiment une nécessité de faire un point sur l'anatomie, de comprendre comment on fonctionne, comment on est fait, de revenir sur, sur les mots qu'on utilise, voir si tout le monde a bien le même vocabulaire, d'expliquer comment les règles fonctionnent, d'expliquer tout plein de choses en fait qui étaient en lien avec ça. Du coup, on commençait à parler de puberté, mais du coup, parler de puberté, c'était aussi parler de nos corps en entier qui changent et pas seulement de nos parties génitales. Donc voilà, ça amenait vraiment plein de sujets. Vas-y. Et je dirais, je pense que tu peux mettre tous les points, j'aurais plus facile comme ça. Et donc, en fait, au départ, on s'est vraiment dit qu'on avait envie de partir d'une approche descriptive, de vraiment, qu'est-ce que c'est les règles? Alors, le règle, c'est du sang qui s'écoule par mois, ok. Et ce sang, ça vient d'où? Ça vient de l'endomètre, ça s'écoule par le vagin. Et donc, qu'est-ce que c'est l'endomètre? Et qu'est-ce que c'est... Voilà, on a vraiment eu envie d'être dans cette approche descriptive et de remonter un peu comme ça le chemin. Aussi, on avait vraiment envie de faire ce lien avec le propre corps. On reviendra sur cet aspect-là plus tard, mais dans les mouvements féministes des années 70, la question de l'auto-observation et de se réapproprier son corps était vraiment important. Et donc, on a eu envie d'intégrer cette démarche qui peut-être se faisait plutôt avec des femmes adultes, aussi aux enfants. Alors, pas pour qu'ils le fassent collectivement, mais juste de se dire, tiens,
comment est-ce que moi aussi, je peux regarder mon propre corps, m'observer et identifier les différentes parties. On a vraiment aussi essayé d'éviter d'être dans une approche trop formative, de dire les règles, c'est 28 jours, pardon, un cycle menstruel, c'est 28 jours, les règles, ça dure 5 jours, ça s'écoule autant, On avait envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'observation et donc de se dire, bah, tiens, les règles, c'est du sang qui s'écoule, sur un certain temps, autant de temps par mois, et de dire, bah, en fait, un peu à chacune d'analyser comment chacune fonctionne et voilà, quelles sont les spécificités, mais voilà, de vraiment faire ce lien aussi avec son vécu et de ne pas trop normer en fait cette question. Au fur et à mesure du carnet, ça devenait vraiment nécessaire pour nous d'être dans une approche qui soit inclusive. Euh, et, euh, et donc, dans cette approche inclusive, il y a les filles, les garçons. Et donc, c'était l'idée de se dire, OK, si on propose aux enfants de s'auto-observer, ben, il faudra s'auto-observer soi et se dire qu'il va y avoir une variabilité de corps, une variabilité de parties génitales. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a essayé dans cette approche d'intégrer les personnes intersexes et aussi la question des mutilations génitales féminines, elle s'est vraiment posée aussi à ce moment-là. On avait envie de la rendre visible. Et enfin, on avait aussi envie de replacer finalement toutes ces questions aussi dans le contexte social, les relations amoureuses qu'on peut vivre, parce que finalement, toute cette question de la sexualité vient évidemment s'ancrer dans un contexte relationnel et affectif. Et l'idée n'était pas du tout d'en faire quelque chose de descriptif et de tout à fait comment je dirais, pas en lien avec le reste des autres sphères de notre vie. On avait vraiment cette volonté de faire du lien. Et puis on s'est dit, mais finalement, si on donne un carnet à des enfants pour essayer de soutenir la réflexion, bah, peut-être que ça va les amener à se poser des questions. Et donc, du coup, bah, s'ils se posent des questions, peut-être qu'il y aurait un intérêt, enfin, probablement qu'ils vont aller vers des adultes, peut-être qu'ils vont parler entre enfants, c'est possible, mais peut-être aussi vis-à-vis des adultes. Et donc, c'est devenu aussi vraiment important pour nous de penser, voilà, de penser cette question dans le lien et dans le lien avec des adultes référents. Donc, on peut penser aux parents, mais pourquoi pas aux professeurs, éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices, dans le cadre de consultations, etc. etc. Donc voilà, et je vais passer la parole à Lola pour la suite. Merci Mano. Voilà, bah, du coup, ici, vous avez les couvertures, hein. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont eu les carnets en main avant d'assister à la présentation, mais donc, pour les personnes pour lesquelles ce n'est pas le cas, voilà les couvertures des deux livrets. Donc, vous voyez qu'il y a un carnet d'activité pour les enfants, pour les filles et garçons à partir de 9 ans, et puis un carnet d'accompagnement pour les adultes. Et dans la suite de la présentation, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment ils sont construits l'un en regard de l'autre. Voilà. Alors, donc c'est quoi? Donc c'est deux carnets pour aborder la thématique des menstruations, mais pas que, puisqu'en fait, comme l'a dit Manoé, en fait, en partant des menstruations, on peut aborder tout un tas de sujets. Donc effectivement, au départ, on a commencé dans ces carnets à parler d'anatomie, à parler donc, du fonctionnement du corps, à parler du nom des organes, à parler de comment fonctionnent les organes. Ensuite, ça nous a emmené sur la question de la puberté. Donc, à la puberté, nos corps changent. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que souvent, quand on parlait de puberté avec les enfants ou dans les publications qui existent déjà, on a souvent d'un côté le dico des filles et de l'autre côté le dico des garçons, quoi. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer qu'en fait, on a plein de choses qui se passent en commun au moment de la puberté. Donc, on peut avoir des changements au niveau de la masse musculaire, de la pilosité, des organes qui vont grandir, qui vont changer de couleur, etc., etc. Donc, on a essayé de montrer qu'on avait pas mal de choses en commun, mais qu'il y avait aussi des transformations un petit peu plus spécifiques, comme les règles, par exemple. C'est pour qui? Donc, c'est pour qui ces carnets? C'est pour les enfants et les jeunes à partir de 9 ans, et pas seulement les filles, et pour les adultes qui veulent les accompagner. Alors, pourquoi on a voulu faire un carnet à partir de 9 ans? On s'est rendu compte que souvent, on va commencer à parler des règles quand elles apparaissent. Mais en fait, on s'est dit aussi que ça pouvait être intéressant de pouvoir accompagner l'enfant sur ces questionnements avant qu'ils aient lieu dans leur propre corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement anticiper et commencer à parler de tout avec les enfants tout petits. L'idée, c'est plutôt de pouvoir répondre au fur et à mesure aux questionnements quand ils apparaissent.
Euh, Pourquoi on a choisi de faire des carnets mixtes? Eh ben, comme je l'ai dit, souvent on sépare un peu les choses, mais nous on s'est dit en fait les règles ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait, des enfants, même si c'est des garçons, peuvent par exemple voir un autre enfant à l'école qui a ses règles, voir une tache sur un pantalon, voir un paquet de tampons qui traîne dans la salle de bain, etc. etc. Et cetera. Et donc, en fait, ça peut questionner un peu tout le monde et tout le monde a le droit d'avoir des informations sur les menstruations. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, souvent on se demande si c'est pas un peu trop tôt. Il y a pas mal d'adultes qui ont des craintes sur le fait de parler de non seulement des menstruations, mais de questions qui ont trait au corps, à la sexualité. Beaucoup de gens ont peur d'aborder ces questions avec des enfants petits en se disant, tiens, mais en fait, si je parle de sexualité à mon enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, est-ce que je vais pas le pousser à avoir une sexualité précoce? Ça, c'est une angoisse qui est assez présente chez les adultes. Euh, bon, ça ne se vérifie pas, a priori. Surtout, voilà, il faut savoir que les enfants ont vraiment une curiosité naturelle qui va les pousser à poser des questions et à en poser tant qu'ils n'obtiennent pas de réponse. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir donner des réponses au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant soit satisfait. Voilà. Ce qu'on voulait proposer aussi en faisant un carnet pour les adultes qui accompagnent les enfants, c'est dire que c'est l'occasion finalement de s'interroger ensemble et peut-être de faire des nouvelles découvertes ensemble et de faire des recherches ensemble sur des thématiques qui ont trait aussi bien voilà, à l'anatomie qu'à la puberté, qu'à la sexualité, qu'aux menstruations, etc., etc. Donc vraiment, je crois qu'on va le redire tout au long de cette présentation, mais l'idée, c'est vraiment ici d'arriver à ouvrir un dialogue et à créer du lien entre les adultes et les enfants sur ces différentes thématiques. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas les questions dans le chat, mais on aura un temps de discussion après. Donc, je continue. Je vais brièvement vous présenter donc, les principes du carnet enfant. Donc, comme on l'a dit, voilà, l'idée, c'est de partir des menstruations pour aborder tout un tas d'autres sujets. Manoé donc a expliqué voilà, qu'on encourage l'auto-observation. Donc, le carnet s'ouvre là-dessus, en fait. Le carnet s'ouvre sur une invitation vers les enfants à s'observer, à regarder son corps, à regarder à quoi ressemble son corps. Dans ces carnets, on l'a pensé en deux niveaux, un niveau de base et puis un niveau plus avancé. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on s'adresse à un public assez large finalement, puisque c'est des carnets qui sont pour les enfants à partir de 9 ans, mais qu'on pourrait proposer aussi à des ados. Et donc, l'idée, c'est que euh, parfois, ça peut être un petit peu impressionnant de parler de ces sujets, comme c'est des sujets qui sont encore assez tabous dans notre société. Et du coup, on voulait pouvoir s'adapter à des niveaux de compréhension et des niveaux d'intérêt différents en fonction des âges, mais en fonction aussi des intérêts personnels des enfants. Et donc, on invite même dans l'introduction les enfants à aller vraiment à leur rythme. Donc, ce n'est pas nécessairement des carnets qu'on va lire de A à Z, mais on invite les enfants à aller piocher dans le carnet aux endroits voilà, où il y a des questions qui les intéressent ou des thématiques qui les intéressent spécifiquement. Voilà, et donc on a fait en sorte que ces carnets soient quand même pas que un très très long texte rébarbatif, mais donc on a choisi de l'illustrer avec des belles illustrations de Prisca Jourdain. Et on a essayé aussi de le rendre ludique. Donc tout au long du carnet, en fait, il y a des petits jeux. Donc il y a des jeux, des coloriages, des pages avec des points reliés et aussi des pages avec des espaces d'expression où l'enfant peut écrire, voilà, par exemple, il y a une page sur les croyances, sur les règles, une page sur les stéréotypes de genre, donc où on invite vraiment à en faire un carnet où les enfants s'approprient aussi les thématiques, peuvent s'exprimer, un peu comme un journal en fait. Et alors, à la fin du carnet pour les enfants, on a aussi rédigé un petit lexique, enfin, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Mais donc, tout au long du carnet, il y a des mots qui sont mis en évidence en gras et en couleur et qui se retrouvent avec une explication dans ce lexique.
ce lexique qui peut être utile aussi pour les adultes qui sont aussi invités à s'y reporter dans le carnet qui leur est dédié. Ici, vous avez donc le sommaire du carnet enfant. Donc, vous voyez à gauche le niveau de base, donc voilà, qui reprend un peu ce qu'on a dit jusqu'ici. C'est quoi les règles? Donc, comme l'a dit Manuel, les règles, c'est du sang. OK, c'est du sang qui vient d'où? D'où viennent les règles? Page 8. Et puis ensuite, on va parler de l'appareil génital. C'est quoi l'appareil génital? À quoi ça ressemble? Quels sont les différents appareils génitaux? Et puis, vous voyez qu'on va aller, après cette partie plus sur l'anatomie, on va aller sur des questions plus sociales. Donc, c'est vrai que dans ces carnets, on a essayé d'avoir différents angles, différentes approches. Et donc là, ça va être des parties sur «T'en penses quoi?» Donc, on va parler aussi des croyances autour des règles. Voilà. Et puis, on va sur quelque chose de plus pratique. Qu'est-ce qu'une protection menstruelle? Donc là, on présente les différentes protections menstruelles, comment elles s'utilisent, combien de temps on peut les garder, quels sont les impacts pour la santé, etc., etc. Et puis, est-ce que ça fait mal d'avoir ces règles? Alors ici, on parle de la douleur. C'est intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui peuvent beaucoup de personnes qui peuvent souffrir de leurs règles, mais souvent on va leur dire: «Ah, mais c'est parce que tu es douillette», donc ce qui nous permet d'après, embrayer sur un petit point sur l'endométriose, par exemple, et cetera, et cetera. Et puis dans le niveau avancé, donc on va un cran plus loin. Peut-être que ça va intéresser des enfants un petit peu plus grands, mais donc on va aborder la question de la procréation humaine et de la sexualité. Et donc ici, on va parler voilà, de comment on passe d'un ovule à un bébé ou aux règles, puisque ce n'est pas un bébé à chaque cycle obligatoire, évidemment. Comment fonctionne le cycle menstruel. Pour expliquer cela, on explique ce que sont les hormones, comment ça fonctionne. Et puis, on va un petit peu plus loin encore en parlant de contraception et en parlant de sexualité au sens large. Voilà. Manoé, je te passe. Bon, je ne sais pas si je te passe la parole pour introduire ce petit jeu. Non, Lola, mais peut-être juste parce que je vois que c'est une question qui est posée plusieurs fois, donc comme ça, on pourra clarifier et la personne ne reste pas sur sa faim. Donc, une personne dit oui que le sang, voilà, que les règles c'est pas que du sang, et donc effectivement, on explique. Voilà, ici on est en présentation, on le fait peut-être de manière un peu courte, mais donc on explique dans le carnet un petit peu à quoi peut ressembler effectivement les règles. Donc voilà, j'ai pas le carnet à côté de moi pour lire la manière dont on l'a dit, mais voilà, on vient avec ça. Sur la question aussi parler des seins. Donc, comme on l'a dit, on aborde la question de la transformation du corps au travers, enfin voilà, au travers de la puberté. Et donc, oui, on va parler du fait que du développement de la poitrine, on va parler de la pilosité, des transformations, mais comme on l'a dit, on ne l'aborde pas spécifiquement de manière très très genrée. Ça veut dire que on se rend compte qu'il y a des garçons qui vont développer très peu de pilosité, et donc dire que absolument la pilosité c'est chez les garçons comme ci, comme ci, comme ça, parfois ça peut être très difficile à vivre en fait, de la même manière que de dire que les filles forcément elles vont avoir des seins, etc. Ça peut être parfois difficile à vivre parce que tout le monde ne se développe pas comme ça. Donc on a abordé toutes les différences qu'on pouvait observer au moment de la puberté. Après, sans mettre un focus que si tu es une fille, c'est exactement comme ça que tu devrais te développer, ou si tu es un garçon, c'est exactement comme ça. Et on invite, c'est aussi un petit jeu qu'on propose dans le carnet, de se dessiner. Moi, comme je suis aujourd'hui, ou moi avant ma puberté, et moi, comment je pense que je vais être après ma puberté. Donc, on peut aussi faire ce petit exercice-là, et puis voilà, de confronter si effectivement cet exercice, il est réel ou pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, on pourra encore reparler de cette approche qu'on a décidé de développer. On ne dit pas que c'est la meilleure, mais c'est celle en tout cas qu'on a eu envie de développer dans ce carnet. Et donc, ici, pour les mots, donc on avait envie de faire une petite animation et donc de voir finalement quels mots connaissons-nous pour parler des organes génitaux. Ouais, donc ce que je disais un petit peu sous la boutade, c'était de dire, on voit qu'en fait, pour parler des parties génitales, que ce soit les parties génitales féminines ou masculines, finalement, c'est vrai que on a énormément de mots
qui n'ont parfois même rien à voir finalement avec les parties génitales en question. Et donc, c'est vrai que le mot vulve, c'est peut-être ici, je vois qu'il est bien grand, parce que vous êtes un public bien averti, et donc il ressort assez facilement. Mais c'est vrai que le mot vulve, c'est pas le mot qu'on utilise toujours avec les enfants. Et pourtant, c'est un peu ça que je disais c'est le mot bras. Quand vous désignez le bras, ben, vous utilisez le mot bras. Et ça ne dérange personne, en fait, d'utiliser le mot bras. Enfin, moi, personnellement, on a cherché avec Lola des synonymes du mot bras, on n'a pas trouvé. Mais voilà, j'imagine peut-être que dans peut-être même dans certaines traductions de langue, etc., peut-être que parfois on a des mots différents, peut-être pour le mot bras, c'est possible. Mais donc voilà, c'était vraiment pour venir rendre visible en fait la diversité des mots, et ça fait un peu le lien. Et je vais du coup laisser ça à la place à Lola, c'est de comment on s'adresse pour avoir un langage commun quand il y a autant de mots en fait différents. Oui, tout à fait. Alors, je vais repartager mon écran et revenir sur le PowerPoint. Hop. Euh, donc, c'était vraiment un enjeu pour nous. Et donc, vous verrez dans les carnets, on a fait cet exercice aussi du nuage de mots. Et voilà, il y en a qui étaient dans celui qu'on vient de faire ensemble, mais il y en a encore d'autres qu'on a découverts. Ici, donc, je vais vous montrer une illustration qu'on a dans le carnet pour les enfants. C'est vrai on a fait attention, enfin, en tout cas, on avait l'envie de pouvoir proposer les mots justes, donc les vrais noms des organes dans ces carnets, avec l'idée il nous semblait intéressant que les enfants puissent entendre ou lire au moins une fois les mots justes pour parler des organes génitaux, organes sexuels. Et donc ici, vous voyez que voilà, enfin je sais pas, l'image n'est pas très bonne, mais donc il y a la trompe utérine, ovaire, utérus, endomètre, col de l'utérus, vagin en très gros. Parce que c'est vrai que souvent, il y a parfois des confusions entre la vulve et le vagin. Donc, c'était intéressant de pouvoir le mettre en évidence ici. Je crois qu'on a fait attention aussi à une chose, c'est que souvent, il y a des organes du corps des femmes qui portent des noms des gens, des hommes qui les ont découverts, entre guillemets. Ici, voilà, par exemple, on n'a pas écrit trompe de Fallope, on a écrit trompe utérine. Ça nous paraissait plus intéressant et plus juste. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de pouvoir proposer un schéma qui montre où se situe bonjour, où se situent les organes dans le corps et de les représenter avec des tailles réalistes. Souvent, dans les livres de biologie ou dans les livres de sciences ou dans les livres qui parlent du corps et de la puberté, on représente par exemple l'utérus comme une espèce de poche. Je ne sais pas si vous me voyez en même temps que je présente, mais bon, je le mime. Une espèce de grande poche vide avec une paroi assez fine. C'est pas très réaliste. L'utérus, c'est un muscle très puissant et assez épais. Et donc, vous voyez ici sur le schéma qu'on a essayé de le montrer comme un muscle creux, mais pas une espèce de cavité béante. De même pour le vagin, souvent que ce soit dans les modèles anatomiques qu'on peut retrouver dans les cabinets des médecins, des gynécos, ou sur les illustrations, pareil, hein, dans les livres de sciences, par exemple, on représente le vagin comme un espèce de long tube creux et vide. Bon, bah, c'est pas vraiment comme ça dans la réalité. Et ça, on y a prêté une attention toute particulière parce que on avait envie de présenter des imaginaires un peu différents. Enfin, c'est même pas des imaginaires, mais en tout cas que les enfants puissent avoir des images mentales un peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'observer. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette slide-là. Je vais passer à la suite. Manoé, je te laisse la parole. Et donc, ici, on a quelques slides qui vont parler un petit peu des exercices anatomiques qu'on propose. Et donc, voilà, on invite l'enfant à pouvoir réaliser seul, dans son intimité, de se regarder avec un miroir. Et donc voilà, ça peut sembler un peu bizarre de dire si tu vois ou que tu sens une fente composée de 2 lèvres, c'est ce qu'on appelle la vulve. Mais bon, voilà, on ne savait pas trop comment le décrire autrement. Donc, on a essayé en tout cas de faire appel à, tiens, qu'est-ce qu'on peut essayer de voir et comment est-ce qu'on peut le décrire. Et puis, des différentes choses en tout cas qu'on peut observer enfin voilà, si on fait une auto-observation de la vulve. Alors, tu peux passer au suivant. Hein. Par rapport du coup au pénis, bah, c'est pareil. L'idée, c'était aussi de montrer
enfin voilà, peut-être aujourd'hui avec l'accessibilité à parfois des images porno et tout, ben, on peut avoir des visions de la vulve ou du pénis ben, qui sont un peu démesurées. Et donc de revenir aussi, ben, voilà, de montrer des pénis au repos et à quoi ça peut ressembler. Et donc pareil, on a refait ce même descriptif en fait du côté de l'appareil génital mâle. Et puis, voilà, on s'est dit, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas se représenter, enfin voilà, qui vont pas se retrouver représentées dans cette description. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment venu d'abord sur les personnes intersexes. Je le dis parce qu'en fait, on l'a pas abordé dans ce PowerPoint-ci, on n'a pas montré enfin voilà, ce qu'on avait écrit par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a eu cette attention-là aussi. Voilà, de personnes qui ont une variabilité au niveau de leur sexe qui peut se traduire par des parties génitales un petit peu différentes, même si voilà, être intersexe, c'est plus large que ça. Et aussi, on s'est dit, bah, ce serait chouette de pouvoir rendre visible la question des mutilations génitales féminines et aussi de la circoncision, puisque là, il y a une modification des parties génitales. Et donc, vous pouvez voir ici donc, sur la slide la manière dont on l'a abordé. Et donc, l'appareil génital peut avoir l'air différent parce qu'on a vécu une mutilation. Et donc, on aborde un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'idée, c'était à la fois que si je le lis et que c'est ça que mes parties génitales ressemblent à ça, je peux je peux me sentir représentée en tout cas. Mais c'était aussi de sensibiliser aussi au fait que ces mutilations, elles existent, voilà, que ce sont des violences que les personnes peuvent vivre, et de pouvoir aussi avoir un échange là-dessus, parce que voilà, il y a plein de personnes en fait qui ne sont pas au courant que ça existe. Et autant vous dire que quand on a envoyé les carnets et qu'on a fait les tests avec les parents et les enfants, ben c'est vrai que c'est une question qui était parfois pas facile en fait à aborder. C'était aussi pour les adultes, tiens, comment je réagis à ça? Donc ça, c'est une question qui crée quand même pas mal d'émotions, on doit quand même le dire. Donc voilà, on a essayé en tout cas de dire que si les personnes se posaient plus de questions, elles pouvaient investiguer ensemble, que si c'était pas toujours facile en fait de parler de ce sujet, ben, que ça pouvait être normal, qu'on pouvait prendre le temps et que voilà. Donc, c'était vraiment une question de visibilité et pour les personnes concernées, mais aussi pour les autres personnes, voilà, qu'elles puissent savoir que ça existe, quoi. Et ici, du coup, l'idée, c'est qu'on va vous proposer de nouveau un petit, voilà, un petit jeu, pour le dire comme ça, peut-être un peu plus focalisé sur les règles, parce que c'est vrai qu'on a un peu plus déployé la partie sur l'auto-observation, sur les parties génitales, l'anatomie. Et donc, l'idée ici, c'est de dire qu'on va vous proposer de nouveau d'identifier, d'écrire une... Ah non, excusez-moi, c'est pas avec l'autre application. Donc, l'idée, c'est d'ici de dire dans le chat, est-ce que vous pourriez dire une fausse croyance sur les règles qu'on vous a transmises quand vous étiez plus petit ou plus petite? Voilà, on va pouvoir les lire et un petit peu voir la diversité des choses. Ça peut être des choses que vous avez entendues au moment de vos premières règles, au moment des premières règles d'une personne de votre famille, des choses qui ont été transmises par, je sais pas moi, dans le contexte scolaire ou ailleurs, par des membres de la famille, de la communauté. Ah, je vois qu'il y a plein de choses. Ouais. Donc, on voit que les règles, les règles, c'est tous les 28 jours, que les règles, c'est sale, c'est honteux, qu'une femme est maladroite quand elle est réglée. Les règles, c'est secret. J'imagine, c'est secret, tabou, on n'en parle pas. On Que rate la mayonnaise, moi j'aime bien celle-là. On en a pas mal parlé quand on a écrit les carnets. les règles arrivent quand on n'est plus vierge. On ne peut pas se laver pendant qu'on a ses règles. Il faut se cacher. La mayonnaise qui tourne. Avoir ses règles, c'est devenir une femme. Les règles, c'est impur, c'est sale, c'est impur. On ne peut pas faire le fromage. On rate la mayonnaise. Le corps qui se nettoie.
Et la mayonnaise revient quand même pas mal. Hein. Ouais. Les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont chiantes. On ne peut pas faire l'amour pendant ces règles, pas avoir de rapport sexuel. Les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs. Petite variation sur l'aspect culinaire. Les règles, c'est une affaire de femmes, on n'en parle pas avec les hommes. Il faut être loin des règles quand on commence les règles, sinon on peut tomber enceinte. Loin des hommes. On ne peut pas cuisiner le cochon. On peut faire une pause ramadan pendant les règles. On ne peut pas s'approcher des hommes. On est de mauvaise humeur. Les règles, c'est forcément associé aux émotions. Donc, on peut ni s'approcher d'une mayonnaise, ni s'approcher des hommes. Ni des blancs d'œufs, ni du cochon. Ça fait beaucoup de choses, hein. C'est intéressant. Normal d'avoir mal, oui. Ça revient souvent aussi. On ne touche pas au Coran. Ça touche un peu à cette question, j'ai l'impression, du pur et de l'impur. Si, quand on a ses règles, on devient une femme. Donc, effectivement, il y a des choses qu'on a dit sur quand on a ses règles, on devient une femme. Ben, c'est vrai qu'on va associer le fait d'avoir les règles à la capacité de procréation. Mais c'est clair que c'est pas parce qu'on a ses règles qu'on doit procréer. C'est pas parce qu'on a ses règles et qu'on est en capacité de procréation qu'on est déjà devenu une femme. Finalement, c'est un long processus. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir dans le carnet. Sur la question aussi, ben voilà, on invite aussi les enfants à parler de ces salles. Est-ce que c'est ce genre de choses qu'on a pu leur dire. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de choses, de questions de normes en termes de quantité de sang, de durée des règles, de durée des cycles et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent. Et du coup, après, des personnes qui vont avoir des règles plus ou moins longues, plus ou moins régulières, c'est des personnes qui vont sentir, qui vont se dire, ah, mais je suis pas normale, je suis bizarre. Voilà, donc effectivement, où vraiment, on a tout un passage au début du carnet des enfants sur la quantité de sang. Mais c'est vrai que même cette quantité de sang est très variable d'une personne à l'autre et d'un cycle à l'autre. Et donc, il y a vraiment cette question tout le temps de la norme en fait, qui revient quand on parle des règles, quoi. Et puis peut-être aussi dans la norme, mais c'est plus large, on entend quand on a ses règles, on peut être près des hommes, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On revient aussi assez bien sur le fait que finalement, il y a des personnes qui, quand elles ont leurs règles, des femmes qui ne vont pas du tout avoir envie de voir des gens, qui auront envie de s'isoler, etc. Il y a d'autres personnes pour qui le lien social sera éminemment important et que, voilà, donc l'idée, c'est pas de dire que quand on a ses règles, c'est comme ceci, on peut tout faire, on n'est pas malade. Bon, il y a des personnes pour qui avoir ses règles, c'est vraiment un moment où on se sent très fatigué, on n'a peut-être pas envie d'interagir. Donc, voilà, on peut avoir besoin d'isolement, mais à partir du moment où la société nous force à nous isoler, c'est là qu'on va trouver qu'il y a peut-être un problème. Et donc, c'est d'essayer aussi de voir comment est-ce que finalement on peut vivre ces règles au plus proche de nos besoins à nous et pas pour répondre finalement à des injonctions de société. Ouais, sympa, je vois qu'on a une petite barre sur l'écran. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait une fausse manip. C'est pas grave. Du coup, peut-être nous, on va s'arrêter de parler pour laisser un petit peu de place à Alimatou et à Fos qui reviendront notamment aussi sur ces fausses croyances et sur l'expérience des règles pour les filles en Afrique de l'Ouest, en Somalie. Donc voilà. Laissez la parole et on revient tout à l'heure. Voilà, merci Lola et Manoé. C'était très riche. Tout le monde a pu parler de mayonnaise et de. Alors, on va laisser la parole à Alimatou et puis ensuite à Fos qui vont nous faire eux leur regard croisé. Comment ça résonne. Alimatou. Voilà, Alimatou. Alimatou, je sais pas. Pardon. Je sais pas si tu veux que je laisse mon écran ou si tu veux. Peut-être c'est plus simple de parler et qu'on te voit parler. Oui, peut-être. Oui, ça va. Tu peux aller vers l'écran. Oui, tu peux aller vers l'écran. Voilà. OK. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Je suppose qu'il y a aussi des hommes, donc il ne faut pas les occulter. Et donc, voilà, je ne peux plus me représenter parce que Fabienne l'a fait déjà, et bien d'ailleurs. Et donc, moi, je vais surtout aborder 3 questions
Et donc, je commencerai par dire d'abord merci au GAMS et de m'avoir invité, surtout pour apporter quand même ma petite contribution. C'est toujours avec plaisir que voilà, je continue aussi voilà, à donner vraiment mon point de vue. Et donc, pour aborder cette question, je pense que ce travail que voilà, les deux collègues, les deux partenaires viennent de faire, c'est vraiment formidable, qu'il faut vraiment voilà, les remercier. Et aussi, c'est un outil, à mon avis, qui va aider surtout les professionnels, que ce soit ou bien les mamans, ou bien peut-être même au niveau des familles. Et parce que moi, pour avoir lu les deux livres, ça m'a un peu rappelé quand même le passé et ça m'a aussi édifié pour certaines choses, bien sûr. Et donc, parce qu'on apprend tous les jours. Et croyez-moi que toute la maison va vraiment lire les documents. Je commencerai par ma fille et même les garçons vont le lire. Voilà. Et donc, pour aborder la question, d'abord, je me dis, malgré quand même le nombre de personnes concernées par les règles, et c'est vraiment, ce mot reste vraiment tabou dans le monde, à mon avis, dans la grande majorité. Et donc, surtout, au niveau des femmes, c'est encore vraiment quelque chose de tabou. Et c'est vraiment c'est un sentiment de honte, de l'angoisse, voire même de fois de l'exclusion. Et donc, par rapport, par exemple, à ma petite expérience en matière de règles, et au niveau par exemple, au niveau de la famille avec les enfants, je me rappelle personnellement, voilà, c'est qu'on nous... c'est le fait que moi-même, d'abord, c'était un peu tabou parce qu'il faut savoir que si au niveau de la communauté, au niveau de la famille, c'est pas à toutes les familles quand même qui racontent ou qui expliquent comment ça se passe. Et donc, les premières règles surtout constituent vraiment une angoisse énorme pour les filles et celles vraiment qui n'ont jamais été préparées à ça. Et donc, moi, par exemple, au niveau de la famille, je me rappelle que c'était vraiment tout un problème parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'est comme si quand tu perds du sang, c'est comme si tu perds ta virginité, tu perds le tout, donc tu es vraiment exposé à tout. Et donc, je me suis dit, au niveau de la famille, j'ai pas envie que les enfants, c'est-à-dire mes cousines ou bien ma fille, passent à ce niveau. Donc, j'ai essayé vraiment de les préparer dès le début. Donc, je leur disais qu'il il faut pas avoir honte. Donc, je venais souvent vraiment à déconstruire et dire, ne croyez pas tout ce qu'on voit, mais plutôt, il faut en parler. Il faut discuter avec moi, il faut discuter peut-être avec vos sœurs ou bien avec vos cousines, donc pour pouvoir vraiment voilà, et mener à bien cette énorme voilà, difficulté. Et aussi, voilà, j'essayais souvent de leur dire, vous pouvez quand même surtout utiliser les moyens de bord parce que j'expliquerai bien tantôt combien de fois ça devient un handicap vraiment pour l'épanouissement de la fille. Et là, la plupart du temps, c'était au niveau de la maison pour des anecdotes. C'était vraiment, voilà, c'était les garçons qui se disaient, mais pourquoi elle ne fait pas sa prière? Pourquoi elle ne fait pas ceci? Pourquoi elle ne fait pas? Je dis, mais il faudra les expliquer. Donc, je mettais en moins aussi à ce niveau pour expliquer aux garçons, on ne pose pas de questions quand on voit qu'elle ne fait pas sa prière. Vous n'avez pas besoin de poser lui la question. Voilà, parce que vous le savez, ce qui se passe. Et donc, à ce niveau, au niveau, par exemple, de ce qu'on nous a été transmis comme fausse croyance, et donc, c'est souvent ce qu'on nous disait. Donc, je pense que c'est pendant la réaction de tout le monde tout de suite, beaucoup de questions ont été abordées déjà. C'est que ça varie surtout au niveau de toutes les communautés. Ces croyances-là, ça arrive. Et donc, on disait souvent que, c'est-à-dire les règles, quand les femmes ont leurs règles, elles ne doivent pas aller au champ. C'est-à-dire, elles ne doivent pas aller cultiver parce qu'elles peuvent rendre la terre stérile. Et donc, là, ça peut déjà, vous voyez, ça peut empêcher le rendement agricole.
Et aussi, on disait souvent que quand la femme voit ses règles, et que quand elle allait un enfant, et donc l'enfant peut, de fois, ça peut le rendre malade, parce qu'elle peut, surtout les règles peuvent infecter vraiment le lait maternel. Donc, c'est vraiment des croyances. Et des fois aussi, on dit souvent que quand la femme fait l'amour avec son partenaire, ça peut déjà être un danger pour lui. Et ça, j'ai retrouvé ça, je me rappelle pendant aussi dans le document. Et que quand la femme fait des fois l'amour avec son partenaire, quand un enfant est né de cette union, l'enfant risque d'être albinos. Donc, on le raconte souvent. Et il y a vraiment des tas de croyances qu'on fait croire, surtout la plupart du temps. Donc, et aussi, l'anecdote que je me rappelle, que c'est ce qu'on nous disait lorsqu'on était petite, c'est une fois que tu vois tes règles, c'est comme si étant enfant, même si tu as 9 ans, c'est-à-dire on te met dans une situation comme si tu es devenu adulte. Donc, c'est-à-dire on t'interdit tellement de choses, on amène même à te dire de ne pas s'approcher vraiment des hommes. Parce que dès que tu t'approches d'un jeune, ça veut dire que tu vas tout de suite, voilà, tu vas tout de suite être enceinte. Et ça, je me rappelle quand on partait danser dans les soirées dansantes, ça veut dire toi, tu ne t'approches pas des hommes. Parce que dès que tu t'approches des hommes, ça veut dire c'est tout de suite. Voilà. Et donc, par rapport à la troisième question, où je disais, voilà, les règles douloureuses, les menstruations peuvent être comme un frein par rapport à l'éducation et l'émancipation vraiment des filles. Et donc, il faut savoir quand même au niveau du monde, en particulier, surtout dans les pays, à mon avis, en voie de développement. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent freiner vraiment l'éducation de la fille. Donc, je peux déjà citer, et par exemple, surtout les traditions de foi, je peux dire néfastes, parce qu'il y a quand même de bonnes traditions. Une tradition, bien sûr, il ne faut pas les occulter. Et donc, c'est dans cette tradition, surtout au niveau de la fille, elle est considérée comme vraiment un fardeau, donc au sein de sa famille. Donc, elle n'a pas droit vraiment à l'éducation. Si elle est avec le garçon, ça veut dire que c'est toujours le garçon qu'on privilégie, bien sûr. Et aussi un autre facteur au niveau de, par exemple, lié vraiment à la pauvreté. Donc, dans certaines situations familiales, quand, voilà, quand la famille, quand même, surtout, n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, ça veut dire que c'est toujours l'éducation de la fille qu'on écarte. Donc, ça veut dire, elle, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, elle est appelée voilà, souvent à faire des enfants, à se marier et, voilà, et être peut-être sur le fardeau de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de s'investir sur elle. Et aussi, il y a les violences, bien sûr, à l'école et pendant le trajet. Parce qu'il faut savoir, surtout dans les zones rurales, les écoles sont très éloignées. Donc, le fait que les écoles sont très éloignées, il y a un grand risque que la fille, non seulement pour pouvoir, elle doit faire le travail du matin avant de bouger, et aussi au niveau de, elle est exposée vraiment à d'autres violences faites aux femmes, notamment les viols, notamment surtout aussi surtout les bastonnades ou d'autres. Donc, elles sont vraiment exposées à beaucoup de difficultés. Et aussi, les risques surtout pour sa santé, bien sûr, l'épuisement physique pendant ces règles, bien sûr, et aussi surtout les règles douloureuses, parce que des fois, certaines filles, quand même, pendant les règles, voilà, elles peuvent se coucher pendant presque une semaine, elles ne peuvent pas aller à l'hôpital, elles ne peuvent pas aller à l'école. Et aussi, il faut savoir quand même, dans ces facteurs, il y a aussi le mariage forcé et précoce que nous connaissons. Et donc, au niveau, surtout pendant les menstruations, selon certaines études, donc une fille sur 10 presque ne va pas à l'école pendant qu'elle est vraiment, qu'elle a ses règles. Et ce qui amène vraiment à des déperditions, à mon avis, scolaires répétées, parce que d'abord, au niveau du contexte, par exemple, au niveau des écoles, le fait qu'on ne tient pas compte des besoins spécifiques de la fille. Par exemple, je donne un exemple au niveau, par exemple,
au niveau des toilettes. Ça veut dire qu'on ne pense pas à au moins peut-être à faire des toilettes qui sont éloignées où la fille peut avoir, par exemple, avoir son intimité et avoir pouvoir peut-être changer ses couches sans se faire voir par les autres ou bien sans se faire se moquer par les autres. Donc là, ça peut constituer vraiment des indicateurs. Et aussi, pendant toutes les évaluations, même si elle a été malade, on ne va pas tenir compte du fait qu'elle était malade. C'est ce qui l'a empêché, par exemple, de suivre les cours. Et c'est aussi pendant certaines communautés ou certaines zones rurales où la pauvreté est vraiment voilà, est accrue. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas accès aussi, il faut savoir, aux produits hygiéniques. Donc, ça veut dire, elle, pour les cotons, elle n'a pas accès. Donc, ça veut dire qu'elle est obligée d'utiliser des tissus et qui peuvent quand même voilà, lui donner des complications avec la chaleur, le fait de rester toute une journée, par exemple, à l'école, ou peut-être ça peut amener peut-être des taches sur sa tenue. Ça veut dire quand les garçons voient ça, deux fois, elle est obligée, ça peut constituer un facteur qui l'exclut vraiment de l'école. Donc, ça veut dire qu'elle ne reviendra plus. Et si elle ne reviendra plus, vous voyez bien que ça va être difficile vraiment à ce qu'elle continue. Et donc, je peux donner aussi un petit exemple pendant mon expérience au niveau de la Guinée, pendant des séances de sensibilisation. Les filles nous amenaient à expliquer, parce que c'était des sensibilisations intergénérationnelles où on amenait voilà, les adultes à discuter avec les jeunes filles pour identifier vraiment des problèmes. Donc, les filles disaient deux fois, certaines filles étaient obligées pendant les règles de, par exemple, aller faire la prostitution cachée, de fait pour pouvoir se payer vraiment des cotons hygiéniques. Parce que au niveau, elles étaient fatiguées d'utiliser, par exemple, des tissus. Et comme elles n'avaient pas le moyen d'acheter, ou bien elles ne pouvaient pas en parler avec leurs parents, donc elles étaient obligées de faire vraiment, de faire la prostitution en cachette pour pouvoir le payer. Donc, c'était une confrontation de fois qui était difficile pour attirer l'attention surtout des mamans, pour dire combien de fois il est important et intéressant vraiment d'en parler, de s'approcher, de préparer les petites filles, de préparer les filles et surtout de déconstruire toutes ces croyances vraiment qu'on arrive voilà, à ancrer au niveau de nos enfants. Voilà, donc c'était un peu une petite expérience que je voulais vous donner. Donc, voilà, je serais très ravie s'il y a des questions par après, peut-être d'éclaircissement ou bien d'autres. Voilà, je vous remercie. Merci. Fabienne, je vois qu'il y a une personne qui lève la main, qui a l'air d'avoir plus facile à poser la question. Moi, ça ne me dérange pas que cette question-là soit posée maintenant. Voilà, donc je crois que c'était Madame So qui levait la main, mais je ne sais pas si elle est toujours là. Elle est apparue et disparue. Ah, voilà. Donc, si jamais ouais, on retrouve Madame So, on lui donnera la parole. Voilà. Alors, merci beaucoup, Alimatou. Donc, tu nous donnais l'expérience de la Guinée et on a invité Fos aussi, Moa Ben Nour, qui est originaire de Somalie. Ça nous semblait intéressant justement d'avoir des échos de différents pays. Et la Somalie, si on remet ça dans le contexte des mutilations génitales, c'est un pays où 97-98% des femmes ont été infibulées, donc ont eu la forme voilà, de mutilation génitale hein, qu'on appelle de type 3, infibulation, où les lèvres ont été cousues. Et donc, ça a forcément une résonance aussi par rapport au vécu des règles. Et on trouvait ça donc très intéressant que Fos puisse nous en parler. Donc, Fos, tu es là? Oui. Ah, super. Voilà. Oui, je suis là. Tu as toute la place. Bonjour tout le monde. Ouais. Ouais. Alors, je peux parler de mon expérience donc, en tant que moi, Fos. Alors, quand j'étais toute petite, à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu mon première règle, ma mère, elle ne m'a jamais parlé. Elle ne m'a jamais préparé et je ne savais pas pourquoi je devais être réglée. Et le mot règle, ça n'existait pas dans mon programme.
Et quand, voilà, c'était la nuit, quand j'ai mes règles, le matin, j'ai sali. Et ma mère, quand elle vient, elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je dis, j'ai rien fait, en pleurant. Parce que moi, j'avais peur d'avoir une maladie. Parce que le sang, il ne vient pas comme ça. Et quand on n'est pas préparé, qu'on ne sait rien du tout, la seule chose qui vient dans la tête, on est malade. Et j'avais peur de mourir. Mais je pleurais parce que je pensais que c'était à la fin de ma vie. Et ma mère, elle me dit, voilà, lève-toi, va te laver et on verra après. Moi, je pensais qu'après, elle m'expliquerait qu'est-ce qui se passe, comment on met les serviettes, parce que je ne savais même pas qu'il fallait se protéger et tout. Et je me lave, mais elle ne me dit rien du tout non plus, au lieu de me dire, voilà, prends cette serviette-là, tu mets, voilà, pour m'expliquer, pour pouvoir voilà, continuer ma journée. Et après, je reviens, rien, je regarde ma maman, elle me dit, tu ne t'approches pas des garçons, tu ne parles pas avec des garçons et tu ne joues pas avec des garçons. Je dis, parce que je suis malade, maman. Elle me dit, oui, tu es malade, donc tu ne t'approches pas. Ah là, c'était encore pire en pire. Je recommence encore à pleurer toute la journée. Et à un moment donné, j'ai dit, maman, ça coule tout le temps, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre? Après, donc en Somalie, c'est comme il y a la guerre, et tout le monde n'a pas accès à la serviette hygiénique. Elle a coupé un petit drap. Elle m'a dit, tu mets en dessus. Et je dis, OK, mais comment je vais aller m'asseoir après? Donc, je pose encore les questions. Si je mets là, j'avais peur que ça rentre. Parce que je n'ai rien mis à part ma petite culotte. Je n'ai rien mis à part, voilà, quoi. Donc, entre deux. Et elle me dit, non, tu mets là et tu ne bouges pas. Tu restes assise. Bon, des fois, si tu veux, tu peux être allongée sur ton lit, mais tu ne bouges pas. Et moi, pour moi, c'était vraiment très dur. Je ne comprenais pas d'explication. Elle m'a dit que j'étais malade. 2-3 jours après, elle me dit, parce que j'allais aussi à l'école coranique, et après, elle me dit, tu n'iras plus à l'école pour apprendre le Coran parce que tu es majeure. Je suis majeure. Je dis, j'ai que 12 ans. Elle me dit, tu es majeure parce que tu vas d'abord tes règles. Et quand on a ces règles, on ne parle pas avec les hommes, on ne joue pas avec les hommes, tu ne vas pas à l'école parce que tu es une femme. Et maintenant, tu apprends à faire le ménage, à faire à manger, à faire tout. Mais tu ne fais rien de plus. Et moi, j'avais peur de m'approcher des hommes. Les garçons, je vais dire, ce n'est pas des hommes parce qu'ils ont quand même 12, 9, 10 ans. Et j'avais peur de m'approcher, j'avais peur d'avoir un bébé qui tombe comme ça. Chaque fois qu'il y avait un homme ou un petit garçon qui passait, je me touchais. C'est ça quelque chose qui est rentré. Et rien. Et à un moment donné, après le 2e mois de règles, il y avait ma tante qui est venue nous rendre visite. Puisque je n'avais pas de plus d'explications et que je suis toujours en vie, parce que ma mère, elle m'a dit que j'étais malade et j'avais peur de mourir, que j'étais toujours là. J'ai parlé avec ma tante, je lui ai dit, il y a des trucs de sang qui vient une fois par mois. Est-ce que ma maman, elle t'a parlé parce que je suis malade et peut-être quelques mois après, je ne serai plus là. Pour quelques jours, elle me dit, tu as eu tes règles? Je dis oui, mais c'est une maladie quand même. Elle me dit non. Non, parce que tu deviens une femme. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Est-ce que maman t'a expliqué? Donc, je dis oui, j'ai des trucs qu'elle m'a mis, mais après quelques jours, elle me dit, voilà, maintenant, tu es une femme. Normalement, quand une femme est réglée, une jeune fille est réglée, on fait une petite fête et tout. Mais là, maintenant, c'est comme il y a la guerre, parce qu'en Somalie aussi, il y a la guerre civile, on ne peut rien faire de plus. Mais voilà, en tant que tante, je te félicite et tu fais attention aux hommes. Encore, je dis ce mot-là, encore revient.
Et je dis, OK, de toute façon, je n'ai pas d'hommes, j'avais des garçons de mes voisins qui jouaient l'après-midi et tout, mais maintenant, voilà, je ne joue plus parce que c'est interdit. Maman me l'a interdit. Et voilà, donc je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'explications, mais c'est avec le temps, chaque fois que j'avais mes règles, là, j'arrivais à gérer et j'ai vu que j'étais toujours en vie. Donc, parce qu'en Somalie, quand tu es malade, tu es fin de vie. Donc, tu meurs. C'est qu'on nous a mis dans la tête. Je dis, voilà, je suis toujours là et les règles nous font mal pendant la semaine que je suis réglée. Mais sinon, pas de plus. Et avec le temps, je me suis adaptée. Ça a été tout doucement. Je mettais mes serviettes. Mais je n'arrivais pas à capter les jours qui venaient. Donc, j'attendais le moment que j'avais, hop, j'avais mon petit drap que je coupais, je mettais. Et chaque quelques heures, je l'enlevais. Mais il ne fallait pas les jeter parce qu'on n'avait pas tout le temps le drap à déchirer. Donc, je les lavais, je les mettais. Et donc, ça a été, voilà, avec le temps, avec l'expérience, tout doucement, j'ai grandi avec, au point qu'on m'a mariée après. Et alors, le deuxième, normalement, la deuxième question, ici, l'explication de vision des règles aux femmes, les femmes ou les jeunes filles en Somalie, on n'explique rien du tout. On n'explique rien du tout, on leur dit rien du tout. Même la maman, quand elle est confrontée et que le règle est là, elle n'explique pas. Donc, nous, c'est tabou, on ne parle même pas. Les seules choses qu'on nous dit, attention, pas des garçons, attention, pas de certaines choses, on ne peut pas faire. Et je me suis, voilà, après, autant d'années après, je suis revenue en Belgique. Et quand je suis venue en Belgique, les règles et tout, on parlait et tout à l'école. Et quand j'ai eu ma fille, elle va bientôt avoir 20 ans, et je me suis dit non, elle va être toujours informée quand elle sera grande. Elle ne va pas faire le même schéma que moi, parce que moi, elle ne m'a pas expliqué. Et là, maintenant, je le sais, avec le temps que j'ai appris toute seule. Et elle ne va pas se perdre. Et donc, quand elle a eu l'âge de 9 ans, 8-9 ans, j'ai commencé quand même à discuter avec elle. Et je disais, voilà, maman, tu sais, voilà, à l'âge de 12 ans que j'ai eu mes premières règles. C'est des règles, voilà. Donc, j'explique mon parcours et j'aimerais bien t'informer, voilà, peut-être à 11, 9, 10, 11 ans, tu pourras avoir tes règles. Mais je vais te montrer comment tu vas te comporter, qu'est-ce que tu dois mettre et tout. Donc, j'amène toutes les serviettes d'hygiène à la maison. Je lui montre. Elle était étonnée. En même temps, elle me dit, maman, tu me parles de ça? Je dis oui. Mais heureusement aussi, à l'école, il y a le centre planning familial qui passait aussi. Il y a donc le message quand même. Elle me dit, maman, il y avait un centre de planning familial qui passait à l'école. Ils m'ont expliqué un petit peu les règles, les pilules et tout ça. Je dis, c'est bien, voilà, comme ça, au moins, tu es informée mieux que moi. Tu vas être, voilà, plus intelligente que ta maman. Et voilà, donc, il faut bien suivre et il faut bien écouter les consignes. Et le premier jour qu'elle a eu ses règles, elle était partie avec l'école à la classe verte pour 3 jours. Et je n'étais pas là. Là, je dis, oh, quand même, j'ai quand même raté son premier jour des règles, mais elle n'était pas avec moi. Et il y a sa prof qui m'a appelée, elle me dit, voilà, votre fille vient d'être réglée, mais on avait tous les outils de toute façon, elle est prise en charge. Mais je pense que votre fille était déjà préparée. Je dis, oui, je l'ai préparée, elle le savait, qu'un jour, ça pourrait arriver n'importe quel moment. Et voilà, elle n'est pas effrayée, elle n'a pas peur, mais au moins, elle le sait. Donc, il n'y a rien qui vient comme ça dans sa vie. Elle me dit, ne te cassez pas, elle va bien. Donc, elle m'a parlé, elle m'a dit, merci maman de m'avoir expliqué déjà en avance. Et aussi, après, il y a le centre qui est passé, je suis très contente, mais voilà. Elle me dit, je suis une femme. Je dis, tu es une mini-femme encore. Tu dois grandir, tu dois étudier, tu dois aller à l'avant et voilà, quoi. Et elle était très contente. Vraiment, et je suis très contente aussi parce que
elle apprend plein de choses que je n'ai pas appris. Donc, et après, c'est les pilules de contraception et tout ça. Donc, et que j'en parle ouvertement avec elle, vraiment, sans gêne, parce que je me suis bien intégrée et toutes les informations que je n'ai pas eues quand j'étais toute petite. Donc, en arrivant en Europe, je les captées et je les transmis à elle. Donc, comme ça, elle pourra aussi continuer à son tour à ses filles. Si un jour, elle aura des filles. Donc, voilà. Qu'est-ce que d'autre? Voilà. Par rapport aux petits livres que vous avez faits, c'est très bien. Vraiment, je ne sais pas si je peux parler de ça. Oui. Alors, c'est très bien fait pour le 9 ans. C'est bien clair, mais il y a une partie qui m'a un petit peu, que je n'ai pas peut-être bien compris, peut-être il faudra un petit peu expliquer plus. Les petites parties pour les filles excisées qui viennent toutes petites ici en Belgique, de 12 ans, 3 ans, peut-être 6 ans, qui grandissent, qu'elles sont déjà infibulées, comme en Somalie, les jeunes filles somaliennes sont infibulées de 3e type, qui arrivent. Et nous, on a constaté aussi ici à l'école qu'ils restent plus longtemps aux toilettes parce qu'il n'y a pas le pipi qui sort et tout, qu'ils règlent et qui ne passent pas très bien non plus. Il n'y a pas beaucoup d'explications parce que j'ai vu qu'il y a, voilà, si vous êtes excisé type 1 ou type 2 ou type 3, c'est de la violence, il faut contacter au GAMS. Donc, un enfant de 9 ans, il ne va pas aller directement aller au GAMS, il ne va pas penser au GAMS. Et après, il va dire quoi? De dire peut-être, c'est mon avis, hein, donc de dire, voilà, si vous avez utilisé la mutilation génitale féminin, fibulée, vous pouvez en parler avec votre prof et votre prof pourra faire les démarches avec vous. Au lieu de dire, voilà, prenez contact avec le GAMS. Moi, à 9 ans, on me dit prendre contact avec le GAMS. Je ne vais pas prendre contact parce que je ne suis même pas sensibilisée par rapport à ça. Parce que je viens d'arriver, j'ai 9 ans et pour moi, je suis normale et on me dit, tu es excisée au 3e type. C'est un autre choc aussi pour l'enfant parce qu'on ne sait même pas, des fois, on ne sait même pas qu'on est excisé parce qu'on n'a jamais parlé. Pour nous, c'est normal. Et en arrivant ici, on va se dire, OK, je suis excisée, je suis coupée, mais pourquoi? Pourquoi je suis différente? Et l'enfant, il aura plein de questions à poser encore. Je ne sais pas. Moi, ouais. Merci, Fausse. Un grand merci. Donc, on est preneur. Hein, je pense que Lola et Manoé avaient dit dans le chat, vous pouvez dire, on est preneur de tous les feedbacks, comme vient de faire Fausse, parce que je sais que le guide va être réédité. On a déjà passé des commandes. Voilà, donc au fur et à mesure des rééditions, on pourra faire justement, je pense, des petites adaptations comme Fausse le proposait par rapport aux références. Voilà, est-ce que Manoé et Lola, vous vouliez réagir aussi à ce que… Ça ne va pas être facile de passer derrière. Après, hein. Le témoignage, merci beaucoup en tout cas. Peut-être qu'on peut juste dire merci en tout cas pour le feedback. Évidemment qu'on est preneuse voilà, des modifications qu'on pourrait y apporter. Juste peut-être pour répondre à ce que tu disais, Fausse, à l'instant. Maintenant, j'entends que c'est très maladroit la façon dont on l'a écrit, de dire aux enfants de contacter le GAMS. Maintenant, je comprends qu'effectivement, on l'a peut-être pas fait de la bonne manière. C'est pas un outil qui a été pensé, comment je peux le dire? En fait, on l'a pensé vraiment très grand public et on a voulu mettre un coup de projecteur, comme Manoé l'a dit, sur les mutilations génitales féminines pour les visibiliser, pour les faire exister aussi pour des gens qui n'ont même pas conscience que ça existe dans notre société. Mais voilà, du coup, je ne sais même pas comment répondre. Mais oui, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une prochaine édition de ce carnet et de l'améliorer avec tous vos feedbacks.
Mais je pense que c'était important, effectivement, que ce soit là, comme pour les enfants intersexes aussi, parce qu'à partir du moment où on propose l'auto-examen avec un miroir, ben, on doit pouvoir s'y retrouver aussi, en quelque sorte. Mais ce n'est jamais facile à aborder, hein, cette question-là. Et vous l'avez dit toutes les deux, que dans la phase de relecture, c'était un passage du guide qui était dur et c'est un sujet dur. Donc, je pense que c'est toujours difficile, hein, de trouver la meilleure manière, mais on avance toujours avec voilà, hein, le feedback, mais nos propres outils au GAMS aussi. Hein. Souvent, il y a une première version, après une deuxième, une troisième à l'usage. Voilà. Donc ça, je pense, c'est inhérent à tout nouvel outil qui sort. Et on est là pour ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions maintenant, Manoé. Ouais. C'était trouver aussi, par exemple, à la fois, on avait envie de pouvoir parler de si tu es excisé, qu'est-ce que tu pourrais ressentir, mais en même temps, on se rendait compte que les vécus et les ressentis, par exemple, sur la question de la douleur ou la question de vivre certaines spécificités, donc c'était pas parfois compliqué de se dire, OK, on doit essayer de trouver le juste équilibre entre le mentionner, le rendre visible et en même temps ne pas de nouveau recréer une norme derrière, parce que j'imagine qu'il y a plein de vécus de règles différents en fonction qu'on soit excisé ou pas excisé d'ailleurs, peu importe. Mais donc voilà, donc c'est clair que c'était chaque fois aussi cette articulation, mais je suis tout à fait d'accord. Mais même moi, quand on a relu tout à l'heure le truc, hier, et qu'on a travaillé avec le là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me rappelais pas qu'on avait rédigé ça comme ça, et même moi-même en le relisant, je me suis dit, ah bah oui, c'est clair ouais, c'est clair qu'il y a amélioré. C'est vrai que c'est chouette que s'il y a une autre édition, il y a peut-être moyen de tourner les choses voilà, de cette manière-là. Super. Je voulais juste rebondir peut-être sur la question de la douleur, parce que ça vient parfois, Alimatou l'a abordé, et Fausse aussi, parce que comme j'ai l'occasion de consulter voilà, toutes les semaines à C'est ma vie avec des jeunes filles excisées qui viennent nous voir avec des douleurs de règles, parce qu'on a souvent tendance à dire excision égale douleur de règles, et je voulais juste intervenir un petit peu là-dessus sur notre vécu. Aussi, c'est autant à la fois chez des jeunes filles infibulées où il y a une barrière physique en quelque sorte, qui fait que le sang va s'écouler plus lentement, donc on pourrait comprendre la douleur. Chez d'autres, jeunes filles, il n'y a pas d'obstacle qui fait que la vulve ou le vagin voilà, ont été fermés. Mais le corps en fait, a une mémoire de la douleur et il n'y a malheureusement pas assez d'articles qui ont été écrits sur ça, mais avec Dr Caillet, le gynécologue de C'est ma vie, on pense à faire quelque chose là-dessus ou à creuser cette question-là. C'est à partir du moment où à cet endroit du corps, on a eu très, très mal, eh bien, le corps garde en mémoire cette douleur et après, tout ce qui va arriver là, le sang va faire penser au sang, à l'hémorragie de l'excision et donc la couleur rouge et le sang rappellent ce moment de l'excision et peut faire que les règles peuvent être du coup vécues de manière plus douloureuse. Voilà, mais il n'y a malheureusement pas assez. Maintenant, on a des jeunes filles non excisées qui ont aussi des douleurs. Hein, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours dire égale excision. Mais il y a quand même ce trauma à cet endroit-là, mais qu'on peut retrouver dans la sexualité après parfois aussi. D'où l'intérêt de travailler sur le corps pour réapprendre à se réapproprier son corps et à ressentir du désir dans un endroit où au départ, il y a eu de la souffrance. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Et heureusement, ce n'est pas pour toute la vie. Donc, ça aussi, je voulais lancer un message positif. C'est qu'il y a plein d'accompagnements qu'on peut faire pour retrouver du plaisir aussi au niveau des parties génitales, même si le début de notre vie a commencé par de la douleur. C'est pas, on peut rester sur une note comme ça peut changer. Super, merci. Bon, voilà. Comment on enchaîne? On enchaîne, ouais, peut-être. Je vois, il y a Marie après. Voilà, Marie, on garde peut-être pour le 1, ça va, ouais. Je vois aussi qu'il y a plein de questions dans le chat, mais donc on aura un moment d'échange. Donc l'idée, c'est que maintenant, on va essayer de vous présenter brièvement la partie adulte du carnet. Oui, ouais. Donc c'est super parce qu'il y a vraiment plein de ponts qui vont pouvoir être faits avec ce qui vient d'être dit, avec le témoignage de Fausse et d'Alimatou. Mais donc, on avait à nouveau un petit moment d'échange avec vous avant. Attendez, je repartage mon écran. Puisqu'on voulait vous proposer un sondage. J'arrive. Je suis là.
hop. Voilà. Donc, on voulait vous proposer un petit sondage puisque donc maintenant, on va parler des adultes. Et c'est vrai que quand on s'apprête à parler avec des enfants en tant qu'adultes de sujets qui touchent à la sexualité, bah, parfois, on n'est pas toujours à l'aise sur toutes les thématiques. Et donc, je crois que on va vous proposer un petit lien pour un sondage pour vous demander un petit peu qu'est-ce qui est difficile, de quoi vous avez du mal à parler, où est-ce que vous êtes mal à l'aise en fait pour parler avec des enfants. Et si je ne me trompe pas, c'est le même lien que tout à l'heure. Oui, alors le lien est mis dans le chat et c'est le même code que celui de tout à l'heure. Et alors, vous allez voir, il y a plusieurs items qui vous ont été proposés. Mais vous avez aussi la possibilité de cocher la case autre. Et alors, si vous cochez la case autre, c'est intéressant de mettre les autres thématiques dans le chat, justement. Mais voilà, donc ça met en évidence qu'effectivement, il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres, en tout cas pour ce groupe. Mais donc, ça, évidemment, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais justement, donc maintenant, on va essayer de parler un peu de ça, des craintes des adultes et de pourquoi on a voulu faire un carnet justement pour les adultes. Donc, je vais reprendre, pour terminer la présentation sur les carnets, on voulait vous présenter un petit peu donc on vous a présenté tout à l'heure le carnet pour les enfants. Et donc maintenant, on va vous présenter le carnet pour les adultes. Et on voulait commencer en vous expliquant un peu le principe qu'on a suivi. Donc, un carnet pour les adultes, pourquoi faire? Eh bien, voilà, on a vu tout à l'heure avec le témoignage de Foss que la parole des adultes et la posture des adultes est super importante quand on aborde des sujets comme ici, voilà, les règles, par exemple. Et donc, l'idée, c'est qu'on encourage avec ces carnets à ouvrir un dialogue avec les enfants. Et comme voilà, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de craintes des adultes sur certains sujets, on fait quelques propositions pour faciliter justement ce dialogue. Donc, par exemple, on va encourager les adultes à dire qu'ils ne savent pas tout, qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, et donc à proposer par exemple aux enfants d'aller faire une recherche ensemble. Donc, par exemple, voilà, bah, moi, je ne connaissais pas cette notion de genre, par exemple. Bah, tiens, est-ce que tu veux qu'on aille ensemble regarder un peu de quoi il retourne et qu'on aille chercher des infos pour mieux comprendre ensemble? Voilà, ça, c'est une posture qu'on défend. On encourage aussi, par exemple, à rediriger vers un autre adulte ou une autre adulte de confiance. Et ça, je trouve que c'est un peu ce que tu disais, Foss, tout à l'heure, quand tu dis, voilà, un mois plus tard, il y a ma tante qui est arrivée et qui a pu donner d'autres informations, te dire que ce n'était pas une maladie, les règles, etc. etc. Voilà, ça, on était vraiment persuadés de ça avec Manoé, de dire, voilà, parfois on est mal à l'aise avec un sujet en tant qu'adulte. Parfois, on ne sait pas tout, mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser l'enfant avec son questionnement, mais de pouvoir l'envoyer vers d'autres ressources, que ce soit vers d'autres personnes ou vers un petit livre ou vers une vidéo ou quoi, ou qu'est-ce, mais en tout cas, pas laisser l'enfant seul avec ses questions. Parce que comme on l'a vu, bah oui, les enfants, tant que la question n'a pas obtenu de réponse, les enfants vont continuer à poser les mêmes questions jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse. Voilà. Donc, pourquoi on voulait faire un carnet pour les adultes? Donc, pour encourager à ouvrir le dialogue, même si on ne sait pas toujours bien comment le faire. On voulait aussi renforcer les adultes à parler de sexualité, même si ils et elles ne sont pas des professionnels. Concrètement, évidemment qu'on n'est pas tous des professionnels de la sexualité, des menstruations, et on ne peut pas être pro en tant que parent ou en tant qu'adulte sur tous les sujets qui touchent en plus à l'intimité, au corps. Mais donc, voilà, encore une fois, on invite les adultes à trouver une juste place avec humilité, mais voilà, pas vouloir prétendre tout savoir, mais voilà, aller chercher des réponses et se mettre dans une posture vraiment d'accompagnant et d'accompagnante avec les enfants. Et puis, avec ces carnets, on veut aussi inviter les adultes à réfléchir bah, voilà, à nos croyances, à notre histoire, à ce qui nous a été dit. Et c'est là où je trouve ça super éclairant, encore une fois, ton témoignage, Foss, parce que je crois que c'est ça qui est chouette, quoi. C'est la transmission. Donc, on peut avoir eu un héritage bah, pas forcément très chouette pour le coup, avec des violences, avec des non-dits, avec des fausses croyances, et puis arriver à le transformer pour la génération qui suit. Et ça, je trouve que c'est... voilà, j'avais envie de te faire des cœurs avec les doigts quand tu, tu parlais de transmission tout à l'heure. Et voilà, je crois que c'est vraiment ça qu'on
avec les carnets. Et donc, voilà, on essaye vraiment par ces carnets de créer du lien, de créer du dialogue, d'encourager, voilà. Alors après, c'est vrai que ces carnets, on les a pensés un peu dans la sphère familiale, mais pas que. Donc, évidemment, on peut aussi créer du lien, j'imagine, entre des éducateurs et des enfants, des profs et des enfants, des professionnels et des enfants. Et donc, on va en parler un petit peu après, mais je crois que ça peut avoir un intérêt aussi dans les consultations qui sont données via le GAMS. Voilà, pour créer des liens de confiance entre les adultes et les enfants. Ici, je vous ai mis, mais je crois qu'on va essayer d'avancer un petit peu plus vite pour garder du temps pour les échanges après. Mais donc, je vous ai remis le sommaire en fait du carnet adulte. Et vous voyez qu'il est calqué aussi sur le carnet enfant, donc avec un niveau de base et un niveau avancé. Exactement. En fait, on a repris la structure des carnets enfants pour construire le carnet adulte. La seule chose qui change, c'est qu'on a expliqué en préambule, donc vous voyez au début, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc on a un petit paragraphe sur le fait d'employer les mots justes, hein, on en a parlé un petit peu au début de cet atelier. Et on a aussi expliqué notre posture à nous, donc pourquoi on encourage à parler aux enfants des règles et de la sexualité au sens large à partir de 9 ans. Voilà, on a expliqué un petit peu notre posture avant de dérouler chapitre par chapitre ce qu'on avait fait dans le carnet enfant. Et je crois qu'après, il y a encore une slide. Voilà. Ici, vous voyez, c'est un exemple. Hein. Donc, sur la page de gauche, ici, c'est la page du carnet enfant. Donc, vous voyez qu'il y a une explication, un petit schéma. Et puis ici, en plus, c'est un jeu puisqu'on propose ici de dessiner le trajet de l'ovule qui part de l'ovaire pour aller vers l'utérus en passant par la trompe utérine, donc quelque chose de très ludique. Et puis de l'autre côté, c'est exactement la même thématique, le même titre, mais expliqué pour les adultes. Voilà, ça c'est pour vous présenter un peu l'intérieur du carnet. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Manoé, puisqu'on va parler maintenant plus spécifiquement de comment on peut, vous allez aussi parler de comment vous pouvez vous emparer de cet outil-là et quelles utilisations vous pouvez en faire pendant les consultations spécifiques autour des mutilations génitales féminines. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois qu'il est 33, comme ça il nous laisse, on a du temps pour pouvoir échanger là-dessus. Donc, comme Lola l'a dit, c'est vrai que c'est une utilisation plus, par exemple, dans un cadre familial ou dans une structure de vie, mais pourquoi pas l'utiliser aussi en classe. Chacune peut avoir son carnet, compléter, ça peut être l'objet de discussion, et puis le carnet vert, peut-être on peut le donner à ses parents si on se sent à l'aise, ou à la personne de confiance. Je crois que cette idée d'avoir une personne de confiance, ça ne sert à rien de se mettre en conflit avec ses parents si on sent que ça va poser d'énormes problèmes. Donc voilà, je pense qu'on avait vraiment envie d'être là-dedans. On se dit que même pour les profs, parce que tout à l'heure j'entendais que donc Foss disait non c'était qui disait, c'était Alimatou. Ah non, c'était Foss, c'est toi Foss qui est revenu sur le fait de faire de pas renvoyer vers le GAMS, mais peut-être de renvoyer vers un prof. C'est clair qu'il y a une personne qui a dit oui, mais renvoyer vers un prof, si la personne ne se sent pas à l'aise, peut-être que la personne elle va être complètement ou parler avec là, en fait, ce qui est intéressant, si on n'a plus travaillé le carnet en classe, c'est que peut-être justement, alors c'est vrai que ça fait sens de pouvoir renvoyer vers peut-être renvoyer vers le prof parce qu'il y aura eu un échange, etc. Mais donc voilà, trouver effectivement c'est cette personne de confiance avec qui on pourrait parler, c'est peut-être aussi une manière dont on pourrait adapter. Donc voilà, alors pour une utilisation, peut-être dans une consultation ou autre, on s'est dit qu'il y a plein d'endroits dans le carnet qui pourraient être utilisés, imprimés, pour mettre dans une salle d'attente, pour faire les jeux, éventuellement même pour être utilisés dans le cadre de la consultation pour expliquer peut-être une série de choses. Donc ça, c'est des choses peut-être qui pourraient être faites. On s'est dit aussi que si on donne en tout cas le carnet dans le cadre d'une consultation, il faut quand même penser à ce qu'on en dit, parce que c'est clair que c'est un carnet qui va ouvrir plein de portes, et donc il faut en dire quelque chose à l'enfant, il faut aussi en dire quelque chose à l'adulte, pour que le lien de confiance peut-être ne soit pas rompu, parce que peut-être que ce n'est pas un outil qui est accepté, donc de voir vraiment comment est-ce qu'on présente ça, et que peut-être ce document puisse permettre
d'avoir un dialogue et que ça ouvre peut-être d'autres questions sur la sexualité et que du coup, la consultation puisse aborder d'autres sujets. Donc voilà, c'est vrai que les carnets ont été plus pensés dans l'articulation enfant-adulte. Alors, pas dit que les conseils qu'on donne dans le rapport enfant-adulte ne peuvent pas fonctionner pour des rapports adulte-adulte, mais voilà, pouvoir dire je ne sais pas, je me sens mal à l'aise, je vais y réfléchir, est-ce qu'on peut en reparler? Voilà, c'est aussi des stratégies qu'on défend. Et je pense qu'on peut aussi se dire qu'on peut être là-dedans, en fait, en tant qu'adulte et d'adulte à adulte. En tout cas, c'est probablement des conseils qui peuvent être réutilisés, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas spécialement pensé comme ça. J'ai juste une petite... le dernier point, je n'arrive pas à le lire parce que j'ai une notification. Donc, important, voilà. Et donc, dans cette idée de préparer aussi que quand on le donne, c'est de dire, voilà, on aborde, ce carnet, il aborde la sexualité, ça va aborder plein d'autres choses. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le petit truc, ça va aborder l'intersexuation, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on a aussi parlé de la question de la transidentité, qu'on a moins touché dans cette présentation, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on nomme, d'essayer d'expliquer que, voilà, il y a des enfants qui sont nés avec certaines parties génitales, qu'on fait grandir dans un parcours de vie comme fille ou garçon, mais qui ne se sentent pas du tout représentés dans cette éducation-là, et donc ils peuvent être en désaccord avec cette manière-là. Et donc, on avait aussi envie de rendre visible ça. Et donc, voilà, ce qu'on propose là, ce n'est pas une vérité absolue. On peut ne pas se sentir en accord. D'ailleurs, on le dit aussi, qu'on peut ne pas être d'accord et avoir un échange là-dessus. Mais c'est vraiment essayer d'avoir cette base de communication pour vraiment confronter un petit peu... voilà, pour essayer de confronter un petit peu ça. Et en tout cas, moi, je vais vous dire que, alors je ne sais pas, je pense que Lola, peut-être tu pourras dire aussi, mais moi, j'ai un enfant de 6 ans et je sais que j'ai vraiment essayé de me remettre à comment est-ce que j'en parlerais quand lui, il a 4, 5, 6 ans. Donc, il y a des stratégies qu'on a mis dans ce carnet qu'on n'utilise pas, même avec des enfants plus petits, enfin en tout cas, pauvres de nos enfants peut-être, qui deviennent Kobe de tous nos délires. Mais en tout cas, voilà, ça pour dire que moi, en tout cas, j'ai vraiment essayé de me dire, tiens, si je devais l'expliquer à mon fils, comment est-ce que j'essaierais de l'expliquer en étant plus petit et pour être sûr que ça puisse être... Et alors, c'est clair qu'on se rend bien compte que en fait, c'est une question, par contre, oui, mais bon, on a déjà parlé de ça, on ne va pas en reparler. En fait, c'est là aussi la question du rythme. C'est parfois qu'on parle, il y a des informations qui sont intégrées, et puis en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue. Puis une autre fois, en fait, ça revient. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est voilà, un petit peu évolutif, et on en parle une fois, peut-être une deuxième fois, une troisième fois. Moi, je sais que personnellement, le cycle menstruel, je n'ai compris ça que quand j'avais 23 ans. Hein. Pourtant, j'avais déjà été à l'école, etc. Et j'ai compris ça au travers des cercles de femmes parce qu'on est passé par l'expérimentation et de l'observation, en fait. Donc voilà, c'est aussi ce genre de choses-là qu'on a vraiment essayé de mettre dans ce carnet et donc de se mettre aussi dans cette démarche. Je vais me taire, comme ça vous avez 20 minutes pour prendre le micro et donner un peu vos idées par rapport à ce qu'on vient de dire, quelles seraient les adaptations ou quelles sont vos propositions ou d'autres outils auxquels vous pensez. Voilà, je pense qu'on ne doit pas se focaliser. Voilà, en tout cas, déjà un grand merci aux 4 intervenantes. C'était très, très riche, on voit, et dit de manière passionnée. Donc, c'est toujours super de voir autant de passion. Alors, je pense tout à l'heure, il y avait Mariaba ou Mariba qui levait la main. Est-ce que tu es là ou vous êtes là? Voilà, Mariba, voilà. Donc, vous préférez le faire en enlevant le micro que dans le chat? Oui, vous pouvez. Alors, enlevez le micro et activez plutôt votre micro. Si vous cliquez, voilà, ça y est, vous pouvez y aller. Oui. En fait, je suis très heureuse d'être invitée à cette réunion parce qu'en fait, prise par mon travail, je n'ai pas pu vraiment me donner à fond dans cette lutte que nous menons tous et qui me passionne. En fait, je pense à cette diversité culturelle. Là où je travaille, je fais des animations auprès des adultes jeunes qui apprennent le français et la langue étrangère. Je fais des animations parce que je m'occupe du volet interculturel. Vous comprenez ce que c'est. Et en même temps, dans mes compétences, il y a la santé, la promotion de la santé, la prévention, notamment
les mutilations génitales féminines. Ben, il se trouve que la population qui vient est beaucoup plus majoritairement d'origine maghrébine ou arabe, ben, où ils viennent des pays où on ne pratique pas l'excision. Mais il y en a moins les autres aussi. Ben, mais pour aborder ensemble ce volet de l'anatomie, de l'intimité avec les outils, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile. L'adhésion n'est pas facile de la part des personnes d'origine maghrébine. Parce qu'avant de travailler là, j'ai eu à faire des animations dans les centres d'accueil, notamment chez les personnes, les mineurs non accompagnés, les MENA. Et on a eu du mal parce qu'il y en a qui vraiment qui étaient intimidés. Je sais que c'est culturel et que ce n'est pas si facile que ça. D'abord, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'avoir des outils d'animation qui ne soient pas les planches anatomiques ou d'autres outils qui sont un peu plus moins agressifs, je veux dire, et qui peuvent tenir compte de la diversité culturelle et surtout des outils qui sont traduits en langue si c'est écrit. Est-ce que dans le cadre de la diversité, parce que déjà nous nous débrouillons dans ce cadre de sensibilisation à la mutilation génitale féminine ou à d'autres choses, au VIH-Sida, il y avait déjà des langues qui existaient, beaucoup de langues d'origine arabe et même africaine, et Afrique centrale, Ouest Afrique, même un peu, ça existait. Mais dans le cadre de l'anatomie en général, parce que pour aborder les mutilations génitales féminines ainsi que le sida, il faut d'abord faire parfois quelque chose au niveau de l'anatomie parce que c'est des jeunes, surtout au niveau des jeunes, qui n'ont aucune connaissance de base par rapport à ça, parce qu'ils viennent de divers pays qui ont des programmes appropriés dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la formation. Merci Marie. Je vais juste dire, voilà, donc je sais que les différentes fédés de planning, elles ont développé déjà pas mal d'outils. Qu'à la Fédé pluraliste, il y a aussi des outils où on a l'anatomie et on peut aller accrocher les noms. C'est des magnets maintenant, je pense, voilà. Mais sinon, même sans argent, je vais vous dire quelque chose qu'on a fait au GAMS, parce qu'après, ça peut aider de venir avec les outils, mais on a fait, nous, le petit test de demander à des hommes même ou à des jeunes hommes et à des jeunes femmes de dessiner une vulve, mais de dessiner aussi un pénis. On l'a fait dans un groupe homme, un groupe non-mix homme, parce qu'à un moment, au GAMS, on a aussi testé la non-mixité, mais pour les hommes et non-mixité pour les femmes. Eh bien, on est parti pendant 2 heures. On a dit à des hommes, prenez une feuille et dessinez un pénis. Et justement, il y avait toute la question, le pénis en érection qui fait 40 cm, enfin voilà, vraiment, où il y a des hommes avaient des représentations très, très grandes, d'autres, et on dit, mais est-ce qu'il est comme ça tout le temps, votre pénis? Enfin voilà, on les mettait aussi, mais la plupart ne savaient pas dessiner, ne connaissaient pas les mots. Et pareil, du côté des femmes, de savoir où situer le méa urinaire, l'ouverture du vagin, on a combien de trous, enfin excusez-moi de parler comme ça chez une femme, à quoi, voilà, le clitoris, dessiner un clitoris. Donc, rien qu'une feuille de papier et de dessiner en fait ça. Et après, on apporte les outils. Après, on a apporté les outils. Mais d'abord, on n'a rien montré du tout, juste dessiner. Et là, entre eux, ils comparaient. Alors, il y en a qui cachaient, il y en a qui regardaient ce que les autres… Et donc, en plus, c'est très ludique. Et après, on est venu avec… voilà, il y a des mallettes de planning où on peut… en fait, il y a carrément ces grandeurs nature, le corps d'une femme, d'un homme, et on peut aller coller les différents éléments, des organes génitaux, il y a plein de choses. Nous, on vient de commander maintenant, mais ça coûte un peu cher, il faudrait que ça se démocratise, du Canada, des vulves en silicone. Donc, on a des vulves en silicone avec le clitoris qui est intégré. Donc, le clitoris, il est rouge ou rose. Et le silicone, il est transparent. Donc, comme ça, on voit bien les lèvres, les petites lèvres, le capuchon où se trouve le clitoris. C'est très, très bien. Et je sais que la personne, Magali, qui fait ça de positive ou sex positive ou positive sex ed, elle
elle le fait chez des personnes qui sont aussi justement intersexes, alors avec différentes formes aussi, pour montrer même dans l'anatomie chez la femme au niveau de la vulve, qu'on a des grandes lèvres, des petites lèvres, un clitoris qui est plus gros, qui est plus petit, même sans être excisé en fait, pour montrer toute la diversité de la vulve. Et nous, on a tout un lot comme ça de 5 ou 6 vulves différentes. Et elle voudrait venir, mais avec le Covid, elle n'a pas venu, elle voudrait venir en Belgique justement à C'est ma vie pour faire des moulages. Donc, c'est des moulages chez des vraies femmes qui ont donné un consentement éclairé, qui savent à quoi ça va servir après dans un but éducatif. Et avec des moulages de femmes qui ont été excisées, d'autres qui ont eu la reconstruction du clitoris. Donc, elle a demandé à des gens qui ont voulu changer aussi de sexe pour voir l'évolution, ou des gens qui prennent des hormones pour voir qu'est-ce que ça peut donner avec des hormones, sans hormones, voilà, chez des personnes transgenres. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est pour montrer toute la diversité. Donc, je dirais qu'il y a plein d'outils qu'on peut trouver. Mais même sans argent, on peut faire des choses chouettes, je pense, en partant par le dessin. Enfin, je ne sais pas si Lola et Manoé vous confirmez, mais… C'est une bonne chose. C'est bien d'apprendre tout cela parce qu'en fait, moi, je travaille souvent avec les centres locaux de promotion de la santé de Liège et de Verviers. Je me contente des outils qu'ils me prêtent et qui sont d'ailleurs très bien. Et jusqu'ici, en dehors de ce domaine-là, oui. Et aussi santé, culture parfois. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'on a plein d'outils et des fois, on se cache sous un manque d'outils, alors qu'en fait, la vraie barrière, c'est nous. C'est d'abord travailler sur nous, sur nos peurs, sur nos propres présentations. Et c'est pour ça qu'on fait cette série sur les enfants, sur comment parler avec les enfants, parce qu'avec Iman, justement, on est en train de développer des outils en consultation aussi. Et donc, maintenant, on a fait une boîte à outils pour chaque antenne du GAMS. Et en parlant avec les collègues, on voit bien, une caisse à outils, ça ne suffit pas. C'est le déclic, c'est l'approche, c'est quel mot utiliser, la posture. Et souvent, il faut passer nos propres peurs. Et moi, je dis toujours, il faut se lancer. C'est comme à la piscine au début, voilà, il faut se jeter à l'eau. Donc, au début, on coule un peu et puis après, on a la tête au-dessus de l'eau. Donc, peut-être qu'on fera 1 ou 2 erreurs au début et puis après, on apprendra. Je pense si on reste dans une écoute non jugeante et qu'on écoute, on ne peut pas faire trop de mal en écoutant et on apprend et après on prend confiance en nous, mais c'est d'abord nous, voilà. Et je le vois même avec des médecins, des fois je vois des médecins qui sont tout rouges quand on parle de sexualité. Parce que moi, je peux dire le mot vulve, clitoris, vagin, comme ça, voilà, 10 fois en 3 secondes. Et je vois des fois en formation que j'ai des participants qui sont tout rouges en disant « Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame, comme nom ?» Et donc, il y a un travail à faire sur nous-mêmes, je pense. Il faut être un peu créatif aussi et faire le travail sur soi-même, comme vous le dites, parce qu'effectivement, moi, j'étais médecin au pays, mon diplôme n'est pas reconnu, ça c'est autre chose. Mais en fait, moi, je crois que dans le cadre de la diversité culturelle, puisque culture et santé sont indissociables, il faut quand même tenir compte de ce problème-là de représentation de la santé, de la maladie, de ceci, de cela, du point de vue culturel, non seulement pour les accompagnateurs, les médico-psychosociaux, mais aussi pour les accompagnés qui sont issus de la diversité. Et il faut dire que même dans la diversité culturelle, on ne peut pas parler de sous-culture, mais une culture peut comporter d'autres cultures qui coexistent et il faut qu'ils interagissent aussi. Même en Afrique, dans un continent, on peut voir les Ouest africains, même la Guinée, d'où je viens, par exemple, il y a plusieurs ethnies, il y a bien sûr des points communs, des dénominateurs communs. Mais il y a la diversité aussi, il y a beaucoup de différences. Mais c'est bien de rappeler, parce que souvent on dit l'Afrique, enfin c'est comme si on disait l'Europe, les Européens, et en fait c'est très stigmatisant et jugeant de dire en Afrique les gens, on ne peut pas dire ça. Voilà. Alors je vois qu'il y a Joël, excusez-nous Marie, mais il y a d'autres personnes aussi, je vois qu'il y a Joël. Il n'y a pas de souci, c'est juste que j'attire l'attention, je pensais
je pensais en assistant à cette réunion avoir la solution à ce Ouais. problème. Merci Marie. Voilà, merci beaucoup. On va laisser la parole à d'autres personnes. Alors Joël, je vois Joël et puis Alimatou qui ont levé la main. Joël. Voilà, si vous activez votre micro. Voilà, c'est un peu en continuité avec ce qu'on vient de dire, je pense, parce que bon, tout à l'heure, le témoignage de Fausse disait, tiens, moi, on m'avait informé de rien, on m'avait dit, ne fréquente surtout pas les garçons, ne t'en approche pas. Et donc, c'est toujours un peu le spectre de tomber enceinte, évidemment. Voilà. Mais moi, je voudrais raconter aussi l'histoire d'une petite fille qui s'est effondrée à 6 ans, qui, elle savait beaucoup de choses. Elle savait l'histoire du spermatozoïde qui rencontrait l'ovule, tout ça, elle savait. Et puis, elle s'est effondrée parce qu'elle a dit, mais moi, quand je serai grande, je ne veux pas avoir de bébé dans mon ventre. Donc, la peur était là aussi. Hein, même, donc, la peur sans information, la peur avec l'information peut être là aussi. Et donc, à cette petite fille, je lui ai dit, mais si plus tard, tu n'as pas envie d'avoir un bébé dans ton ventre, il y a des moyens pour ne pas avoir un bébé dans son ventre. Donc, c'est reprendre un peu le contrôle finalement de son corps et qu'une petite fille ne doit pas subir une maternité, hein, qu'elle peut aussi décider de ne pas avoir un enfant et cela a beaucoup apaisé. Donc voilà, je crois que donner des informations peut être aussi un sujet d'angoisse. Il faut être vraiment à l'écoute de ce que va faire l'enfant et quelles sont les suites finalement de cette information qu'il va recevoir. Merci Joël, merci beaucoup. Alimatou. Ah, ok, non. Voilà, voilà, c'était pour revenir surtout voilà, de cette expérience, à mon avis, de fait, franchement, d'oser parler. C'est-à-dire, non seulement, par exemple, moi, ce que je voulais surtout recommander, c'est surtout au niveau, peut-être au niveau des professionnels, d'oser vraiment aborder la question, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas, et surtout peut-être d'orienter, parce qu'effectivement, comme c'est que Foss disait par rapport aux enfants ou aux jeunes même, ce n'est même pas des enfants, des fois des jeunes qui d'origine, par exemple, étrangère, où c'est très difficile, même s'il faut peut-être essayer peut-être de leur expliquer, des fois ce n'est pas facile du tout de s'ouvrir à ce qu'elles le disent elles-mêmes, mais c'est plutôt surtout dans les, parce que je me rends compte par exemple à tous les niveaux, au niveau des mamans, par exemple dans les classes alpha ou dans les, voilà, surtout dans les classes d'alphabétisation, parce qu'on se dit deux fois que c'est des mamans qui sont là ici de la communauté, qui sont très bien intégrées, mais j'avoue que des fois ce n'est pas évident, même s'ils sont vraiment intégrés, très bien intégrées, où elles ont fait assez de temps ici, mais deux fois, ce n'est pas facile pour elles d'aborder la question vraiment au sein de la famille. Donc, le mieux aussi, c'est deux fois de les outiller elles-mêmes, tu vois, parce que quand elles sont outillées, vous voyez bien, elles peuvent aussi constituer quand même voilà, un support pour surtout parler aussi deux fois avec les enfants. Parce que moi, je me rappelle que ma fille, quand elle m'expliquait, elle disait, mais quand au niveau de la communauté d'ici, elle parlait de l'excision entre elle et ses copines, mais alors que c'est des jeunes de fois qui sont nés ici de la communauté, qui ont mis plus de temps qu'elle, mais elle nous disait, mais toi, tu oses en parler? Toi, tu parles de ça avec ta maman? Nous, on n'en a jamais parlé. Ou on ne parle jamais de la sexualité avec nos mères. Donc, vous voyez, de fois, c'est que c'est de fait de ne pas... C'est bien quand même qu'on accompagne les enfants, qu'on aide les enfants, mais c'est bien aussi d'approcher, à mon avis, les parents. Parce que les parents aussi peuvent jouer vraiment un grand rôle à ce niveau-là. Merci Alimatou. D'où voilà, le volume aussi hein, pour les parents. Oui, et justement, on en a commandé pour les consultations quand on voit des parents, tu vois. Donc, on va essayer d'en avoir hein, avec Lola. Un petit projet en cours d'en avoir au GAMS pour distribuer. Alors, je vois qu'il est 54, donc on va prendre encore Samia et Ismatou. On va terminer bientôt. Allez-y, donc Samia. Et voilà, je vais juste rebondir à ce qu'elle disent mes collègues. Donc, Samia du GAMS ici. Ce qui se passe, hein, même les personnes qui, comme elle le disait Alimatou, les parents qui ont été à l'école et tout ça, les tabous existent dans les familles malheureusement africaines où l'excision se pratique.
Et le fait de ne pas parler à son enfant et de ne pas le préparer aux règles, ça, on le voit souvent, même ici en Belgique. C'est vrai que nous autres, on n'a pas été préparés, donc on a appris avec le temps pour voir. Donc, on nous a jamais expliqué, c'est vrai. Mais ici, nous autres, on peut aider aussi à la rédaction de comment parler à un enfant par rapport à l'explication au niveau de règles. Si c'est dans le document que vous avez réalisé, qu'on a lu, hein, ils sont très, très bien faits. S'il y a un volet pour les personnes qui ont subi l'excision ou l'infibulation, je pense que l'enfant, quand il est en âge de lire, il n'a pas besoin de ses parents qui vont encore le renvoyer ailleurs. Donc, le tabou existe, donc l'enfant, il ne sera pas encadré par rapport à ces problématiques-là qui, malheureusement, dans certaines familles, les règles, ça reste toujours un tabou. Donc, si l'enfant, il peut être outillé avec les documents que vous avez réalisés, parce qu'à un moment donné, on parle de tampons, mais les petites filles qui sont infibulées ne peuvent pas mettre des tampons, justement parce que, voilà, elles peuvent mettre que des serviettes hygiéniques. Donc, le fait de leur expliquer tout ça, je pense que si elles ont les informations nécessaires, elles-mêmes, elles peuvent être préparées aux règles, si ça commence à 9 ans, donc si elles sont réglées vers 10, 11, 12 ans, elles peuvent au moins avoir les informations nécessaires sans vraiment passer par la professeure, par les profs, parce que les profs aussi, voilà, on parle de l'intimité de l'enfant, mais si le document existe et qu'il y a une page vraiment qui parle de tout ça, comment est-ce qu'elle doit se préparer, etc., je pense que l'enfant, il est assez intelligent pour pouvoir se préparer parce qu'il y a des enfants, justement, quand elles sont réglées, cachent les règles aux parents, aux mamans, parce que j'ai des jeunes filles qui me racontent que nos mamans n'ont pas su qu'on était réglées, elles se sont même inquiétées pour poser la question à l'enfant. Mais tu ne dois pas m'expliquer quelque chose, tu n'as pas eu de sang par hasard et tout ça. Il y a une fille qui a caché les règles à sa maman pendant une année alors qu'elle était réglée, elle achetait ses serviettes hygiéniques et elle les cachait, donc le sang ne doit pas... Dans la communauté d'où on vient, on ne doit pas montrer les sons et tout ça. Les règles, c'est ça, les règles n'est pas propre, donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer. La petite, elle était tellement frustrée, donc elle cachait vraiment. Des fois, elle disait même, elle expliquait même que elle gardait tellement longtemps le serviette hygiénique qu'elle avait attrapé même des infections parce que, voilà, elle avait super peur que son petit frère ou sa maman ou son papa rentre dans les toilettes pour vraiment observer ça. Donc, elle restait toute une journée, elle se réveillait la nuit pour pouvoir se changer. Mais si elle a toutes les informations nécessaires, je pense qu'elle pourrait s'aider. Il faut qu'elle-même ait toutes ces informations. Merci. Merci, Samia. Alors, Ismatou, la dernière petite intervention, voilà, avant qu'on se quitte. Je voulais justement appuyer ce que Alimatou, Foss et Samia viennent de dire. Donc, vraiment, quelle que soit notre éducation et notre intégration, il y a certains sujets qui restent tabous. Donc, alors moi, je parle de moi-même. Donc, j'ai aussi passé par là. Je n'ai pas eu une éducation, enfin, on ne m'a pas expliqué, on ne m'a jamais expliqué ce que c'était, voilà, la période de menstru. Et ma fille a eu ses règles quand je n'étais pas là, donc je ne peux pas... moi, je voudrais juste dire que ce qu'il faut faire, c'est de prendre le courage et nous-mêmes, nous former nous-mêmes, nous les parents, pour pouvoir expliquer. Et donc, voilà, nous sommes intégrés, on est passé déjà un cap. Donc, je pense qu'avec les bouquins que vous faites, les brochures, ça peut aider, même si tu ne peux pas parler avec ton enfant ou c'est un sujet tabou et que les enfants sont à l'école à un certain âge, elles peuvent lire. Donc, il faudrait vraiment insister justement sur les brochures que vous allez expliquer à travers nos formations comme ça pour essayer un peu d'intégrer les femmes et les enfants. Merci. Pour un peu lever le sujet tabou. Voilà, donc il y a un mot qu'on ne voudra plus entendre dans quelques années. Voilà. Que tout le monde en parle. Voilà. J'ai intervenu voilà, la dernière, donc tout le monde a parlé. Est-ce que je voulais avant dire? toi, ouais, excuse-nous, Isma.
Mais c'est bien que quand tu dis, hein, c'est à nous les parents de prendre notre courage. Hein, donc, je pense que c'est une phrase qu'on peut garder, que, Oui. comme disait Fausse, hein, qu'elle était fière d'avoir pu en parler, de transmettre ça à sa fille. Donc, je crois que c'est un message, voilà, il y a beaucoup ici, voilà, de femmes et peut-être de pères aussi, hein, parce qu'on ne parle pas beaucoup du rôle des hommes là, mais est-ce qu'un père aussi peut expliquer à sa fille, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Je vais dire la même chose, Fabienne. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément à la maman, on est, voilà. Et maintenant, le sujet, je peux terminer. Ouais, vas-y, parce que je vois les gens qui commencent à partir, donc c'est juste pour qu'on fasse conclure. Nous avons actuellement des filles qui ont l'âge de 19-20 ans actuellement, mais on a des problèmes pour leur parler comment ça se passe avec les pilules, la sexualité, etc. Donc, si vous avez des brochures comme ça nous intéresse pour pouvoir commencer à expliquer comment ça va se passer plus tard pour elles. Et je pense, voilà, ne pas oublier les plannings. Hein. Donc, il y a quand même, on a la chance voilà, d'avoir pas mal de planning à Bruxelles, en Wallonie. Donc, ça aussi, hein, quand des parents ne se sentent pas à l'aise, moi, je dis toujours, ben, voilà, donne l'adresse du planning aussi. À ta fille, voilà, il y a des groupes de discussion, il y a plein d'outils aussi qui existent en ligne. Hein. Des fois, on est très surpris hein, de voir que même des jeunes qui ont accès facilement à l'informatique ne vont pas traîner sur des sites des plannings parce qu'on est très, très étonnés. Je me souviens récemment, on avait une jeune universitaire qui nous posait plein de questions et on se disait, ben, elle a accès à tout, mais ça, voilà, il n'y a pas le déclic d'aller sur certains sites. Donc, refaire la pub pour les plannings. Je voudrais profiter, avant qu'on se quitte, d'introduire aussi Marianne. Donc, Marianne Nguena, voilà, si vous la voyez, si tu peux activer ton micro. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Marianne, c'est le nouveau visage voilà, du réseau des stratégies concertées au niveau bruxellois. Donc, avant, vous connaissiez peut-être Stéphanie Florquin, qui a arrêté cette partie-là du travail et qui va se consacrer plus sur le côté international, communauté de pratique entre l'Afrique et l'Europe. Et Marianne a débuté le 11 mars, donc c'est tout récent. Voilà, elle prend sa place, elle fait les contacts. Donc, vous aurez l'occasion pour les Bruxelloises et les Bruxellois de la rencontrer. Voilà, bienvenue Marianne. Avec plaisir, merci, avec plaisir. Merci pour ces échanges très constructifs. Voilà, et puis alors on a Louise, ceux qui ont raté la dernière webinaire. Voilà, Louise. Bonjour tout le monde. Donc, Louise fait la coordination, a aussi démarré ce poste-là en février, coordination Wallonie. Donc, on a 2 personnes toutes fraîches, pleines d'énergie. Voilà. On va relancer les stratégies concertées en Wallonie aussi avec l'objectif que, voilà, on aimerait élargir notre comité de pilotage, qu'on ait une organisation dans le comité de pilotage par province wallonne. Pour l'instant, on a le FPS de Liège avec nous et on aimerait, voilà, ensemble élargir le comité de pilotage. Et alors, notez dans vos agendas que le jeudi 6 mai, le 6 mai, on aura l'assemblée annuelle des stratégies concertées. Donc, l'année dernière, c'est passé un peu à la trappe avec le Covid, mais là, voilà, on y va et on a dit directement en ligne hein, pour éviter de louer une salle et qu'au dernier moment, on nous dit non, on ne peut pas être dans une salle. On la fera en ligne donc le jeudi 6 mai. On va continuer les webinaires sur comment on parle avec les enfants parce qu'on voit qu'il y a plein de facettes différentes. Donc là, on était super contents, Manoé, Lola, Ali Matou et Fausse et toutes les personnes qui ont témoigné de vous avoir autour de la table parce que on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, on sait qu'on ouvre, voilà, on ouvre un chemin. On voit qu'on a besoin de s'outiller. On voit qu'on a besoin de travailler sur nous-mêmes d'abord, hein, sur nos propres peurs, nos propres présentations. Un écho. Voilà. Alors, je ne sais pas, Mano et Lola, est-ce que vous avez un petit mot de revoir pour clôturer? Moi, je voudrais vous dire merci parce que c'était très chouette. Il y a plein de gens que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, c'est chouette aussi de pouvoir changer un peu de public. En tout cas, je parle pour moi. Merci. On a envie que ça dure encore 1 heure de plus parce qu'on a envie de discuter et d'échanger plein de choses. Voilà, il y a encore beaucoup à dire sur cette thématique-là. Mais
à bientôt. Et donc, je vois qu'il y a eu plein de liens super intéressants dans le chat. Donc, allez jeter vos yeux sur ces différents sites et vous y trouverez aussi plein de ressources. Voilà. Merci beaucoup au GAMS et merci Fabienne. Ouais, merci Lola. Oui, je vais me répéter. Ouais, c'était chouette aussi parce que c'est vrai qu'on a interagi avec le GAMS pendant l'élaboration de la brochure et je me dis peut-être que ça aurait valu la peine qu'on puisse plus encore discuter. On a discuté aujourd'hui pour vraiment avoir, enfin voilà, peut-être justement améliorer les phrases et ce qui est marqué dans le carnet, mais voilà, c'est jamais trop tard et on peut toujours repenser encore d'autres choses si on pense que ce serait voilà, utile pour les personnes qui sont concernées. Donc voilà, et je suis hyper d'accord avec toi Fabienne, on veut souvent beaucoup d'outils, mais avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Et si on part des questions qu'on se pose et que le groupe se pose et qu'on y va petit à petit, je pense qu'on peut arriver à parler des choses. Voilà, je pense qu'il y a une personne qui soulève la main. Oui. Je pense que c'est Louise et Fausse peut-être pour dire au revoir. Non, Françoise. Ah, Françoise, je n'ai pas vu, excuse-moi. Voilà, je voulais vous témoigner du bonheur que c'est pour moi de vous entendre. Alors, je suis infirmière et sage-femme. J'ai enseigné à la Haute École de la province de Namur pendant 30 ans. Et avec des étudiantes, dans les années 90, nous avons commencé à faire une information à la puberté dans les classes de 6e primaire dans la région namuroise. Et là, on s'est heurté à des mouvements terribles. Pourtant, on était très soft. On parlait aussi bien de la puberté chez les petits garçons que chez les petites filles. C'était vraiment calmer le jeu, ne pas être normatif, mais quand même donner des moyennes, ce que vous disiez tout à l'heure. Et finalement, après vraiment beaucoup même de menaces, certains parents qui voulaient retirer les enfants de l'école, enfin bon, le bourgmestre à l'époque de Namur a dû s'interposer, nous défendre, très merci à lui à l'époque. Et finalement, on nous a redemandé. Donc moi, j'allais avec des étudiants de 3e année et on faisait vraiment tout un travail de préparation. Et comme vous le dites très bien, il ne faut pas beaucoup d'argent. Des étudiants, ça n'a pas d'argent. Moi, à l'époque, je n'en gagnais vraiment pas beaucoup non plus, même si j'avais beaucoup de diplômes. Donc, finalement, les enfants étaient ravis. Et donc, voilà. La seule chose qui m'inquiète beaucoup, c'est vrai, c'est cette différence qui apparaît dans les groupes qui viennent peut-être de l'étranger, mais qui subissent des agressions sexuelles ou des... Donc, d'une part, c'était le problème, on avait déjà à l'époque quand même des enfants qui avaient été violés, mais aussi évidemment toutes les infibulations et autres. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prévoir d'avoir des contacts avec ces enfants avant, si on les a repérés, il faut essayer de les repérer avant. Parce que si on arrive dans une classe et qu'on propose tout ce que vous proposez, qui est magnifique, et que ces enfants n'ont pas été repérés, préparés, encadrés auparavant, je pense que ça peut être très, très traumatisant. Voilà. Ce n'est que mon avis. Mais merci. Mais ça ouvre, je pense qu'on fera peut-être un webinaire sur les violences sexuelles chez les enfants aussi, hein, et par rapport au dépistage, au dévoilement, ou ce qu'on fait quand il y a un dévoilement, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup en ce moment. On s'est rapproché d'SOS Inceste avant même qu'il y ait toute la déflagration qu'on a vue en France avec la Familia Grande de Camille Kouchner. Mais maintenant, voilà, donc, mais bien avant, voilà, avec SOS Inceste et sa coordinatrice Lily, on discute de comment faire une collaboration avec le GAMS. Parce que pour nous, on entendait beaucoup parler de tabou pour les règles, mais dans le cas des violences sexuelles ou des mutilations génitales, on est dans le même silence, le même tabou, tu n'en parles pas sinon tu meurs, ou la question de la loyauté, c'est que si on dénonce quelqu'un de la famille. Donc en fait, on a vu beaucoup de liens entre inceste et mutilation génitale et c'est quelque chose qu'on aimerait travailler. En France, ils sont en train de parler, de peut-être proposer deux moments clés en médecine scolaire, en primaire et au collège en France, où les infirmiers, infirmières ou médecins scolaires seraient formés à écouter les enfants, à poser des bonnes questions pour le dévoilement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, une fois que la violence est dévoilée,
il y a plein d'enfants qui ont parlé et qu'on n'a rien fait, ou alors on amène l'agresseur, le père ou le beau-père dans la même salle qu'avec l'enfant et ça ne va pas. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la parole des enfants, mais c'est un sujet, oui, qui nous interpelle aussi, qu'on espère travailler en association avec SOS Inceste dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, Fausse et Alimatou, un grand merci à toutes les deux. Merci à vous, merci, Oui, merci. Merci, c'était un grand plaisir et vraiment beaucoup d'expérience et de partage. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre confiance. S'il y a des liens, voilà, donnez-nous d'autres outils. On essaye d'alimenter le site des stratégies concertées à chaque fois. On avait repris les liens des petits outils que Joëlle nous avait donnés. Hein. Elle nous avait donné des petites poupées, des choses qu'elle utilisait. On essaye à chaque fois d'alimenter le site avec les outils que les intervenantes, voilà, ou les intervenants nous ont donnés. Donc, on va comme se quitter. Hein. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà. Donc, merci encore et au prochain webinaire. La date n'a pas été fixée, mais à partir du moment où vous été voilà, inscrit au premier, depuis le début, vous aurez l'info pour le prochain webinaire. Okay. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir.